Bonjour à toutes et à tous, vendredi, c'est le jour où sur Chef on passe en mode entrepreneuriat, chef d'entreprise. C'est le format qui vous fait découvrir les aventures de celles et ceux qui créent les restaurants qui nous font vibrer au quotidien. Épisode spécial aujourd'hui car on retrouve une figure de la gastronomie. Le premier qui est venu à mon micro, c'est le parrain de ce podcast. Le chef Olivier Belin revient pour nous aujourd'hui sur son aventure à l'auberge des Glazik. Alors flashback perso. Le chef Olivier Belin, je l'ai donc rencontré en 2020. Je sais pas pourquoi, je voulais que ce soit lui, le premier épisode de ce podcast. Je l'avais croisé quelques mois avant notre interview, on avait parlé 3 minutes à la fin d'un service, et je m'étais dit, lui, il est passé par pas mal de choses, et j'étais loin de savoir tout ce qu'il finirait par nous raconter. On a fait près de 8 heures d'interview, et ça donne donc le premier épisode de Chef, ça donne donc ce lien et cet attachement que j'aurai toujours à Olivier Belin, notre parrain. Alors il se trouve que je passais non loin de l'auberge des Glazik cette semaine et je me suis dit que ce serait pas inintéressant qu'il nous raconte son histoire, mais cette fois version chef d'entreprise forcément. Comment il s'est approprié cette auberge familiale, comment il l'a hissé à ce niveau de cuisine, comment on est passé finalement d'une adresse populaire, ouvrière même, à une table doublement étoilée qui claque un 18,5 au Goemio, comment il a créé un hôtel, un spa et fait finalement de Plomodierne une destination d'excellence en matière de gastronomie forcément, mais aussi de tourisme. Moi je suis David Ordonneau, vous écoutez le podcast Chef et plus précisément le format Chef d'entreprise qui chaque vendredi propose donc d'éclairer la face entrepreneuriale de la gastronomie. Et voici donc le résultat d'une discussion partagée avec Olivier Belin à 7h du matin. Ouais. C'est le seul créneau qu'on a trouvé pour être sûr de pouvoir se croiser et on était très contents de se retrouver. D'ailleurs, c'est drôle car l'homme a un peu changé, il est plus apaisé et d'un point de vue de la gestion de son bateau, le mood aussi a évolué. Plus serein, Olivier Belin, capitaine aguerri qui barre depuis plus de 20 ans et en revient au bon sens marin. On prend le temps, on regarde comment vient le vent et on avance en fonction. Il va falloir faire un petit revival quand même parce que pour que les gens comprennent où on est aujourd'hui, il va falloir juste nous résumer un petit peu et nous replacer le contexte du début. On est dans une auberge mais dont l'histoire t'a précédé un petit peu, familiale. Est-ce que tu peux nous la résumer jusqu'à ce que ce soit toi qui en reprenne les rênes ? 1870, c'était une maréchalerie. Il se passe la Première Guerre mondiale, donc là on arrête la maréchalerie. Derrière, entre les deux guerres, on reprend l'activité. Et puis là, ma grand-mère décide, entre les deux guerres, quand même, de servir ce qu'on appelait la soupe. Donc ceux qui avaient les moyens, ils avaient la soupe plus la viande. Et ceux qui n'avaient pas les moyens, de temps en temps, elle offrait la soupe aux passants, voilà. Parce que la Bretagne, c'est une terre d'entraide, beaucoup. Arrive la Deuxième Guerre mondiale, donc là, on stoppe l'activité. Et puis, sortie de la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, elle se dit, bon, voilà, ça c'est fini, la maréchalerie, ça risque de disparaître. Donc là, en fait, elle ouvre son auberge, ici même. Et un de ses fils lui achète une ferme qui appauvrissonnera l'auberge en produits, alors, veau de lait, cochon. C'est très moderne. Ouais. Mais je pense que on devrait s'inspirer sur des petits messages. On devrait s'inspirer de ce qui a déjà été fait et de revenir à l'esprit. Là, c'est le bon sens, hein. C'est le bon sens paysan. Ouais, le bon sens paysan. Donc, elle démarre comme ça. Et puis l'engouement prend. Alors pour comprendre, faut savoir qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de terrain. Donc les premiers repas se faisaient sous les toits. Parce que sous les toits, c'était des greniers, il y avait de l'espace. D'accord. Et on pouvait mettre des tables en longueur et des trucs. Donc les premiers mariages qu'a fait ma grand-mère, c'était sous les toits, de 60-80 personnes. C'est des trucs de fou, parce que quand on dit ça aujourd'hui, les mecs te disent... Et puis un jour, elle est tombée malade. Ma maman a repris la suite. Elle a tenu le fourneau pendant 40 ans. Et moi, je suis rentré dans le métier en 1985. Et puis voilà, on est aujourd'hui en 1985, ah ouais, tu fêtes un anniversaire de carrière là du coup. J'avais même pas fait gaffe, tu vois. 40 ans de 85, je suis au centre de formation. Voilà. 40 ans de cuisine. 40 ans que j'ai les pieds en cuisine. Ouais. Et je reviens à la maison familiale en 1998. Je garde l'activité ouvrière de ma maman. Je fais un peu de banquet l'été. Les mariages, des trucs comme ça. Seul. Je lis bien seul.
Pas avec une équipe construite de 3-4 garçons ou filles aujourd'hui, comme on peut voir dans les miens. J'ai démarré seul. Et démarré seul ici dans ce petit bled. Alors à l'époque, j'ai la folie, j'ai la jeunesse, j'ai tout. Et c'est peut-être sûrement de l'insouciance, mais je croyais tellement en mon histoire. C'est important de se le repréciser ce moment-là parce que justement comme on vient de remonter le fil et ceux qui connaissent ce podcast connaissent forcément cet épisode et t'es notre parrain de podcast, donc si on veut découvrir ton histoire, c'est le tout premier épisode qui raconte tout ça. Mais là quand tu reprends, tu reviens, il y a eu plein d'expériences évidemment ici en région, à Paris, Robuchon, tu reviens ici, ouais. Tu repars, tu parles d'une inconscience, t'es très jeune. T'as envie de prouver, de t'approprier les choses, l'époque ta cuisine. Si tu l'époque était c'était une époque différente parce qu'il faut tout remettre dans le contexte aussi. 98, ouais. 98 pour les gens, ça va être de la préhistoire pour les jeunes qui vont écouter ce podcast, mais à cette époque-là, quand je reviens chez moi, j'ai qu'une seule envie, c'est d'en découdre avec la vie mais la vie au sens positif, c'est-à-dire de montrer que j'ai fait une grande école. Alors il y a eu ici Jacques Torel, je suis passé aussi entre les mains de Ducasse, que j'ai fait des choses pour lui à l'étranger, mais pas que ces chefs-là. Je t'avais dit à l'époque, c'est tous les chefs que j'ai pu rencontrer pendant pour France qui m'ont tous apporté quelque chose. Et là, j'ai envie de mettre en pratique tout ce que j'ai pu savoir, de montrer aussi, de montrer. Je rentre au pays et je vais montrer ce que j'ai trouvé. Sauf que comme je t'avais dit à l'époque, personne m'attendait. Donc 98-2000, je garde l'activité, et puis en 2000, je vais dire à ma mère, soit on fait un peu de travaux, soit je repars. Ouais. Et puis voilà. Ultimatum. Il faut passer un step. Un step. Et puis ma mère a été une gentillesse remarquable. Elle a dit bon ok, on va démarrer. Et puis voilà. 2011, l'hôtel est sorti de terre. 2017, 2013, on rentre dans les grandes tables du monde. 2017, Relais Château. En 2019 ou 2020, je sais plus, 21, on sort le sport, petit espace bien-être. Et puis aujourd'hui, de retour à la maison, voilà, on est une vingtaine à travailler, on fait 22 couverts, il y a 8 chambres. On a repris un rythme normal, et puis on repart à la conquête de plein de choses. Bon, les gens comprendront. Il faut reparler de cette histoire parce que tu parles du développement et tu le résumes comme ça, mais quand tu parles d'un hôtel et tout, c'est quand même une maison qui a pris depuis 1988 une ampleur considérable. Alors ici on est à Plomodierne, on est au bout du Finistère, c'est pas facile, c'est important de se refigurer ce contexte d'un point de vue du développement économique parce qu'on développe pas les choses ici comme on pourrait les développer ailleurs. Comment, à partir du moment où cette maison elle a été éclairée et notamment par le Michelin qui a commencé par consacrer ta cuisine, comment t'as géré cette vague qui est arrivée à Plomodierne? On n'est pas préparé à décrocher des étoiles, jamais. D'ailleurs, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'aujourd'hui il y a un petit peu entre guillemets un parrainage de la nouvelle génération des chefs. Je vais t'en citer quelques-uns, les Arnaud Donquel, les Emmanuel Renaud, les Arnaud Lallemand. Plus ma génération sont de ménage aujourd'hui vont peut-être plus expliquer je pense aux jeunes générations que quand tu prends une étoile, ta vie va complètement changer. Et là, si t'as pas un parachute, un double parachute, attention. Sur la première étoile? Sur la première étoile, déjà. Donc, on n'est pas préparé à ça. Mais parce que quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Tu prends une fréquentation qui est complètement différente. Tu te staffer, il faut comment? Staffer, je suis pas sûr qu'il faille staffer parce que ça, c'est des choses qu'on s'imagine qu'il faut faire entrer 3 personnes en plus en salle, 2 personnes en plus. Je suis pas sûr. À partir du moment où le guide rouge te reconnaît, ou le Goemio, parce que c'est pareil. Parce que moi aussi, le Goemio m'a remis en salle il y a 3 ans. J'allais dire, en fait, c'est qu'ils ont validé. Donc, ils ont validé à un moment où tu étais avec ta petite équipe. Mais par contre, la clientèle qui va arriver, elle a un regard peut-être différent. Et souvent, on n'est pas prêt à recevoir une clientèle qui arrive de Paris, qui arrive de Lyon, qui arrive de l'étranger, qui va comparer des établissements avec justement t'es dans des lieux magnifiques. Aujourd'hui, peut-être le luxe, c'est ce que tu viens de voir là ce matin. Toi, t'es arrivé ce matin, t'as vu la lumière, c'est exceptionnel. T'as vu le bruit, que dalle, des oiseaux. Et là, c'est le luxe d'aujourd'hui, c'est peut-être ça. C'est plus arriver dans un palace avec. Toi là, il y a quelques années, j'ai acheté une sculpture, ça m'a coûté 3 bagnoles. Est-ce qu'aujourd'hui je le referais? Je suis pas sûr. Par contre, d'arriver aujourd'hui et de refaire un jardin où t'arrives, c'est très beau, t'as cette lumière qui rentre dans ton restaurant. Peut-être que le luxe d'aujourd'hui, c'est ça. Donc, à l'époque, même aujourd'hui, c'est souvent certaines personnes arrivent avec cette vision-là, et ça, on n'est pas forcément prêt, parce que ça crée une exigence, c'est une attente. Forcément, les gens ils viennent alors qu'ils n'auraient pas fait cette route pour venir jusque-là.
Quand tu me demandes qu'est-ce que ça change, c'est que tu deviens effectivement une personnalité au niveau gastronomique local. Ben ouais. Et départemental en tout cas. Et si t'es un peu d'aura, t'en imposes un peu, tu peux devenir, on va t'entendre un peu au niveau régional déjà. Donc si tu veux, c'est vrai que le regard des autres va changer. T'es aussi, tu deviens aussi quelqu'un qu'on va regarder, parce que si t'as été distingué, c'est que t'es monté d'un cran. C'était à quel moment ta première étoile? Moi, quand je reviens qu'à 2000, je lance le gastro. 2003, j'ai le Pudowski dans le point qui fait un article qui s'appelle le Petit Prince du bout du monde. Ouais. Et là, ma vie démarre. Parce qu'avant des bulles, j'en ai fait des tonnes. Donc c'est pour ça, faut serrer les cale-pieds. Faut toujours croire son histoire et jamais écouter ceux qui disent faut faire des businessmen. Des fois ça sert, mais des fois ça sert pas non plus. Donc c'est voilà, un tracé. Ouais, c'est un tracé, c'est bon. Et là, effectivement, ça a changé ma vie. Tous les Parisiens qui arrivaient dans la presqu'île de Crozon pour ouvrir cette presqu'île qui est magnifique, pour ouvrir leur maison, ce qu'on appelait d'été. Ils faisaient une petite halte. Ils faisaient une halte. Et ça a commencé comme ça. 2004, le Gomillot me repère. Et 2005, le Michelin valide. Ah. Voilà. Et là, tu l'as vu arriver, la vague. Ah bah, la vague, là, on a commencé à voir arriver. Ouais, on prend 10-15%, 20% sur les 2 années. Ça, c'est encore valable, tu penses? C'est encore, Je pense, ouais. Ouais. Je pense que le monde est en recherche d'excellence, mais dans la simplicité. Effectivement, il y a quelques années, il fallait être 15 en cuisine pour faire du très haut niveau. Alors évidemment qu'on est nombreux. Si je te dis que je suis aujourd'hui 3, tu vas me dire, Olivier, je te crois pas. Mais j'ai été 3. Aujourd'hui, évidemment, on est 7-8, voilà, plus on a les stagiaires, les gens qui passent, donc on est peut-être une dizaine pour la saison. À l'époque, j'ai eu ma 2e étoile, on était 4. Donc, tu veux dire, et voilà. Et pourtant, alors, le niveau c'est vachement élevé aussi en France, mais voilà, on est beaucoup plus donc structuré, parce que aussi le monde a changé, parce que les gars font moins d'heures, bon, tout ça, et puis que le niveau a monté. Donc, si tu veux, mais je pense que je dis toujours, le but, c'est lorsqu'on est présent dans le restaurant, c'est ceux qui sont présents qui doivent être très professionnels. Donc pas besoin d'être 50, mais effectivement, si par contre t'as ta maître je prends l'exemple, t'as 4 couverts, ils sont 3 en salle, pas besoin d'être 10. Ouais. Par contre, les 3 qui sont en place, faut qu'ils fassent bien le boulot. Ouais. Voilà. Quand t'as eu ta première étoile, tu t'es pas dit il faut qu'on muscle, il faut qu'on... Bah, à l'époque, si tu veux, c'était comme ça, parce que nos références, c'était des maisons qui étaient souvent cotées avec des lieux d'exception, beaucoup de staff, des gens de très grands professionnels aujourd'hui. Ouais. Moi, à l'époque, c'était surtout ça. Fallait la belle vaisselle, de l'argenterie, du truc. Encore pas plus longtemps. J'avais des cloches en argent il y a encore un an. Puis d'un coup, je me dis, mais finalement, ça n'a plus rien à voir avec le lieu. Ouais. Donc, par contre, là, aujourd'hui, j'ai des belles cloches en faïence. Ça correspond plus parce que j'ai de la vaisselle fait par une jeune créatrice, Nathalie Desrouet, qui a Douarnenez, côté en surtable, et puis que ça correspond plus à mon univers. Ouais. Donc voilà, donc on a adapté tout. Donc je crois surtout que à l'époque, quand on décrochait, il fallait un certain minimum. Aujourd'hui, c'est différent. Je pense qu'on te le décroche parce que tu commences à raconter une histoire, et puis c'est dans ton milieu. Si tes produits sont de qualité, que t'as bien cuisiné, que le vin est bien servi, que t'as un beau sourire, et que t'as pas eu trop d'attentes. Bah, si c'est bon, et puis vas-y, roule, on met l'étoile. Mais tu décris quelque chose d'assez naturel, d'une progression qui est très, très naturelle, tu vois. Tu racontes cette première étoile, bah, on a continué à cuisiner, on a commencé à explorer finalement sa voie et petit à petit à trouver la cuisine, quoi, à trouver sa cuisine. Pour autant, ça n'a fait que grandir, puisque de fait, il y en a une deuxième qui va tomber peu de temps après, quoi. Le truc, c'est que la première, je pense que il y avait de la technique. Et c'est vrai que d'abord j'y croyais plus parce que 5 ans c'était tôt à l'époque. Quand aujourd'hui 5 ans c'est pas énorme en fait. Oui, alors aujourd'hui tu peux en avoir une en 3 mois. Voilà, ou 6 donc mois, si tu veux là les mecs ils te disent c'est la préhistoire, mais à l'époque 5 ans c'était quelque chose d'assez rapide. La deuxième est venue beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire la deuxième 5 ans après en 2010 là je m'attendais pas. C'est vrai que à l'époque il y avait un festival qui s'appelait Omnivore, je me rappelais toujours, il y avait Ludovic Banchet, on était à Wavre et puis bref, donc j'étais invité et puis il me dit viens manger à ma table. Il me dit alors lundi c'est pour toi. Et puis sinon tu dis t'es fou toi, t'as vu les mastariens, les mastodontes, je te parle d'un allemand, des mecs des mecs qui sont des Manu Renault, tout ça, qui sont devant et puis sinon ils sont là. Et finalement aussi l'année où je prends, je crois il y a Jean Sulpice, il y a Jean qui prend, il y a Jean Salis à ce moment-là. Qui est Salis, donc le plus haut sommet. Il y a Jean-François Piège qui est le chef ultra technicien avec une connaissance de moi je prends, je sais plus encore, il doit être 6-7 mais c'est pas nombreux. Et il y avait pas de cérémonie à l'époque, c'est-à-dire que t'as appris ça dans le journal. Vrai. Moi je l'ai appris dans le Figaro, première page, deux étoiles, bing. Bon, là par contre, j'ai pris une gifle. C'est-à-dire qu'autant la première c'était pas mal, mais là
là, le Là, business, tu rentres dans un cercle. 2 étoiles, tu rentres dans un autre monde. Ouais. C'est-à-dire que 2, en fait, les portes, les mecs de la 3 t'ouvrent la porte d'un cercle assez fermé. Eux, ils sont encore dans une autre pièce, Ouais. entre eux, parce qu'ils sont encore entre eux, ils sont ailleurs. De toute façon, on le voit chaque fois que ça devient vraiment une caste un peu à part. Mais tu rentres vraiment dans un monde qui est à part. Ouais. D'abord parce que tu commences à devenir tu deviens une table nationale. Et là aussi, pareil, t'as encore un peu d'aura. Tu dépasses les frontières. Et là, tu vas te confronter à des gens ou d'autres chefs qui viennent du monde entier avec une vision aussi peut-être différente. Et là, ça devient très intéressant. Ça t'ouvre les chakras, ça t'ouvre plein de choses. Mais par contre, là, moi, j'ai pris 35, 40% la première année. Mais on réagit comment à ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'es dit? Le truc, c'est simple. Je suis à Marrakech, je fais un petit break. Parce que c'est vrai qu'on est de sortir une année, on était un peu fatigué. On se prend le truc, et puis c'était le moment des vagues. Je pars à Marrakech. Et je sais pas pourquoi. J'étais en vacances, mais je dis, putain, je le sens pas, le truc. Donc j'appelle comme ça chez moi. Évidemment, tout le monde sait que c'était ma maman qui décroche. Je dis, ouais, no. Elle me dit, ouais. Je dis, ça va? Elle me dit, ouais, pas de problème. Elle me dit, tu t'es bien reposé? Je dis, attends, ça fait que 2 jours que je suis là. Elle me dit, ouais, prépare-toi. Pourquoi? Si samedi soir, c'est full. Je dis, comment ça, c'est full? Je dis, quoi, on fait 20 couverts, quoi. Elle me dit, non, t'es à 30 couverts. Et puis tout le reste de la semaine aussi. J'ai arrête de déconner. Je dis, sans déconner, je suis en vague, tu vas me foutre. Elle me dit, non. Et c'est comme ça sur les 15 jours qui viennent. J'ai arrête. Je dis, ok, je reviens. Au lieu de rester une semaine, je suis resté 2 jours, repris le billet, je suis arrivé, j'ai regardé le carnet d'adresse. Et là, je tournais les pages, je dis, mais c'est pas possible. Et pendant 2 ans, et ça, c'est un truc de fou. C'est dingue. On n'a pas touché terre à Plomo. Pendant 2 ans. Jusqu'à la fin, je supportais plus les clients. C'est-à-dire que quand ils me disaient c'est top, je voulais même plus les entendre. J'étais tellement fatigué et machin. Je m'étais dit, mais comment les mecs, ils viennent du monde entier, ils viennent nous faire chier à Plomo? J'ai un moment qui me laisse peinard avec mon équipe, je supporte plus. Mais qu'est-ce qu'on met en place dans ces moments-là? Parce que c'est énorme, la vague, là, pour le coup. En fait, là, par contre, tu te dis, on va quand même, tu sens que là, faut quand même rentrer un peu de staff, quand même. Parce que, mais pareil, on était une petite équipe quand on l'a eu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore, on pense qu'il faut toujours être 8 en salle, 10 en cuisine. À l'époque où je l'ai eu, on doit être 4-5 en cuisine, donc on est 1 ou 2 de plus que la première. Et en salle, on doit être 4. Ouais, c'est pas dingue. Ou 3-4, c'est pas plus. Mais bon, je faisais, pareil encore une fois, et là, c'était adapté par rapport au nombre de couverts que je faisais. Je faisais 10-12 le midi, j'en faisais 10-12 le soir, pas besoin d'être 50. C'était ridicule. Et les gens qui étaient là faisaient le boulot. Et donc, économiquement, tout ça est viable à ce moment-là, parce que... Alors, moi, j'ai une chance d'avoir une maman qui n'a jamais perdu un sou. Parce que c'était elle, la comptable. La gestionnaire du lieu, du temps. C'est elle que j'aurais dû interviewer, en fait. C'est vrai, ouais, tout à fait. Attends, tout à fait. Sauf qu'un jour, et là, attention, je suis salarié de ma mère, quand même, faut le savoir. À ce moment-là, Et moi, c'est vrai que de là, mon esprit, il est très, très loin du côté économique d'une maison. Sauf que, les années passent, et qu'à un moment, elle me fait comprendre gentiment qu'il va falloir mettre son nez un petit peu dans la compta, et, pas d'apprendre à savoir compter, parce que je sais compter, mais de se dire, attention Olivier, le jour où tu vas faire entrer plus de staff, les charges vont être plus lourdes, les salaires vont être là, les charges vont être plus lourdes, t'es à Plomo moderne, ce que je te disais tout à l'heure, le modèle économique d'un restaurateur, 1, 2, 3 étoiles dans un petit village n'a rien à voir avec un restaurateur d'une grande métropole, et encore moins de la capitale. Nos modèles sont totalement à l'opposé. Mais comment elle s'en sort? Parce que tu parles d'elle et de son côté gestionnaire. Comment tu dis, elle perd pas un sou? Enfin, tu vas rigoler, mais les mecs vont rigoler, mais là on est au bouchon de produits d'entretien à la plonge. C'est-à-dire qu'on est assez là, c'est-à-dire qu'on fait attention à tout. Tu veux dire que c'est la clé, ça, vraiment? Ah, mais ça contribue. Quand je vois aujourd'hui, tu sais, je vois souvent, j'ai Top Chef. Et je respecte tous mes chefs qui sont dedans, que j'apprécie beaucoup. Mais faut leur apprendre aux gamins quand on prend un légume, faut pas le tronçonner comme un salopard. C'est-à-dire, les mecs, des fois, je vois, ils prennent un céréboule, ils ont le cube en cube, mais tout ça de martinote, tu fais quoi? Alors là, ils vont me dire, ouais, mais on le récupère. Peut-être, mais si t'es dans un resto que tu fais ça, mais dans 6 mois, on te dit, vous mettez la clé sous la porte, mais. Donc, là, on a commencé à faire attention à tout. Alors, pas forcément sur les produits cuisine, mais sur tout le reste. Les produits d'entretien, le rôle papier cul, vigilance, quoi. Vigilance à tous les niveaux. On essaie d'être intelligent, on récupère tel papier, machin. Et puis au fil du temps, ça s'est intégré aussi dans la cuisine. Aujourd'hui, on est presque on a presque plus de plastique, on a un rouleau de papier film pour toute la maison. Donc par semaine, donc voilà. Alors je vais pas être à 0,0 comme certains sont plastique free, mais voilà, on n'a plus qu'un entre l'hôtel et le machin, on se démerde avec un rouleau. Donc on a appris à travailler différemment. Voilà, tous les déchets sont récupérés. Il y a des tinettes pour les gens savent pas ce que c'est, mais c'est les fameux déchets qu'on a amenés aux poubelles, aux cochons dans les fermes. Donc aujourd'hui, on fait du compost, mais quand on fait des jus, on récupère machin. Donc là, on a commencé dans tous les systèmes où on peut récupérer. Quand on est avec un turbo, la tête, on va faire quelque chose. On a essayé tout ce qu'on fait aujourd'hui, on essaie de le travailler dans son entièreté.
Voilà, pour et ça, éviter... c'est une philosophie sur tous les terrains ici. Donc, Je pense qu'on l'avait, et c'est pas nouveau de fait. Non, on l'avait pas nouveau, mais comme aujourd'hui, il faut être plus blanc que plus blanc. Faut le dire un peu plus. Ouais. Donc, on a commencé aussi à l'expliquer plus aux gens. Et puis, nous, en cuisine, on a commencé aussi à faire comprendre aux jeunes générations qu'à un moment, des fois, c'est des trucs très simples. Ils n'ont pas le geste. On leur apprend dans les écoles, mais il va rester je vais prendre un exemple. T'as un truc, la garniture du jour, il reste des fèves ou des petits pois grands, t'as fait, ils vont le jeter. T'as le staff du soir, si tu veux pas le mettre ce midi, je comprends. Ouais. Tu le files au mec qui fait à manger au staff ce soir, et lui, il mettra ça dans ses pâtes. Ouais. Voilà. Ça passe au perso. Et tout voilà. ça, c'est économiquement, tout ça, c'est des petits gestes, on n'a pas l'impression, là. Alors, évidemment, mais non, ça a changé, je vais pas dire, je suis tout le temps en train de dire, on est au bouchon de trucs, parce que les mecs, ils vont dire, on peut pas bosser. Ouais. Mais pendant longtemps, c'était comme ça. Ouais, c'était la une casse. philosophie. La casse. Les gens vont se reconnaître là-dedans. Quand une cuisine, ça commence le matériel commence à s'abîmer par l'usure ou parce que on fait pas attention, mais c'est un puissant fond cette histoire. Ah ouais. Quand ça commence à péter entre les Pacojet, les Thermomix, ça va vite. Hein, ouais. Mais ouais, ça va vite. T'as 3 feux vifs qu'il faut changer avant l'été. T'as un frigo qui vient de claquer. Faut changer le moteur de la chambre froide. Mais tout de suite, on monte sur des trucs et à un moment on dit putain de ça. Bon, la salle, pareil. La salle, j'ai la chance, moi, mes équipes de salle font un gros effort, et c'est pas le cas dans toutes les maisons. La verrie, j'ai pas trop de casse. Mais la verrie, quand t'as des gros verres pourris, on s'en fout. Ouais. Mais quand tu commences à avoir des beaux altos, des Spiegello, des altos, les gens se rendent pas compte du prix d'un verre. Mais c'est 30 et 40 euros. Ouais. Si t'en passes 100 dans la saison, fais le calcul. Ouais. 100 à 30 euros. Si tu fais 3 fois 100 dans l'année, c'est colossal. Ouais. Donc à partir de là, c'est tout ce mécanisme qu'il faut mettre en place, et c'est tout ce mécanisme où je demande à faire attention, et c'est tout ce mécanisme où les gens vont dans ce sens-là. Voilà, acheter des fleurs, tu vois, on a planté dans le jardin, donc à un moment on n'achète plus les fleurs chez le fleuriste, on les prend là, on fait des bouquets. Pas mal. Bon, ça c'est pendant l'été, au lieu de le budget fleurs, on fait attention. Et ça, cette philosophie, tu l'as appris petit à petit, progressivement, parce que tu disais, il a fallu que tu te mettes aussi dans ce match. Je l'ai appris parce qu'à un moment, c'était le deal avec ma mère quand j'étais salarié. Ouais. Je dis, si tu veux avoir plus si tu veux pouvoir t'acheter plus de choses ou des meilleures choses, il faut que tu fasses des efforts aussi. T'as eu 2 étoiles en étant salarié dans ta maison familiale finalement. Ouais. Pas mal. Et moi j'ai toujours j'ai toujours été un peu space moi. Pas commun. Non, c'est pas commun. Donc comment tu te l'es réapproprié? Ça s'est passé comment justement ce passage de flambeau, si tant est que il soit fini? Si tu veux, quand on a décidé de construire l'hôtel, là elle m'a dit tu sais en fait ma maman elle est très mal à cette époque-là, et comme c'est une femme qui a toujours travaillé et qui a toujours été entrepreneuse, je lui ai dit un soir je rentre et puis je la vois bref elle est un peu fatiguée, je lui ai dit tu sais quoi, j'ai dit pour te redonner de la vie, on va construire l'hôtel. Et je dis c'est quoi, tu vas t'occuper de l'hôtel. Alors elle était malade en plus, donc ça aussi c'est un truc. Et là en fait j'ai revu dans ses yeux de la flamme de se dire je suis pas de côté. Ah, drôle. Et je sais pas, ça lui a redonné comme si je lui avais réinjecté de l'oxygène, stimulant. Et donc, à partir de là, elle s'est mise sur le projet avec moi, bien sûr. Ouais. Et puis, on a pris des gens qui nous sont entourés, un architecte d'intérieur, un architecte d'extérieur, bref, tout. Mais, c'est un parti pris risqué, ou tu trouves que c'était logique? Alors la réflexion venait de sa part. Elle m'a dit si un jour tu évolues dans le Michelin, qu'est-ce qui va se passer? Bon, là j'étais toujours salarié, j'ai rien du tout. Je dis je vais bosser. Mais les gens qui veulent manger, ils veulent rester. Elle me dit ouais, mais si tu crois que les gens viennent de loin, il va falloir dormir. J'ai à côté il y a un Relais-Château, Saint-Anne-la-Palue, ils iront dormir là-bas. Et elle fait mais c'est un peu con de les envoyer ailleurs, alors que si on construit un truc. Ouais, sauf qu'à l'époque j'étais salarié, là il fallait sortir mes Gwenec. Alors c'est des Gwenec, pour ceux qui savent pas, c'est des sous. J'ai dit il faut sortir. Bon, puis à un moment je lui dis ok, j'y vais banco. Et là en fait quand c'est toi qui commences à mettre 1,5 million, 2 millions d'euros sur la table, voire un peu plus, là tout d'un coup tu regardes plus les choses pareilles. Ouais. Et en fait naturellement, soit t'es capable de mettre le costume et dire moi je suis capable d'endosser ça tous les jours parce que il y a des remboursements qui vont être très lourds et je vais tenter le coup. Soit tu dis moi j'ai pas les coronesses et je le fais pas, ou je me sens pas capable. Homme ou femme d'ailleurs, parce que mais voilà, comme plein de jeunes des fois le font aujourd'hui, et je leur dis encore aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus faut vraiment la niaque, parce que avec l'économie aujourd'hui française, des fois quand je vois des gamins qui font des projets de dingue, je me dis mais les mecs ils sont courageux quoi. Ouais, c'est courageux. Chapeau bas quoi. Chapeau bas. Et donc si tu veux là je prends notion, voilà, il faut que je change de dimension, que j'arrête de penser cuisinier. Je devienne un peu plus restaurateur, et puis
Aubergiste finalement, enfin aubergiste, ce truc, enfin. Mais je pense qu'aubergiste je l'étais, mais je l'étais pas dans les finances. Ouais. C'est-à-dire, j'osais pas mettre mon nez là-dedans parce que j'avais pas envie de m'emmerder, pas très clair. Et là d'un coup t'as dû le faire. Bah là, je me suis mis un peu plus à comprendre que quand on va, alors bon, on a mis plein de choses en place. Hein. On a fait un truc de fou à l'époque, c'est qu'on a embauché quelqu'un à l'année. L'architecte, qui était un gars qui était en freelance, on l'a engagé pendant 1 an pour nous, à l'année à l'auberge. Mais pour faire quoi? Bah pour s'occuper complètement des travaux. Ah ouais. Donc ça nous permettait, si tu veux, quand il me disait, je prends l'exemple, à l'époque, au niveau du salon, il dit, j'ai besoin de cuir, je l'ai en Italie. Donc voilà, alors qu'au lieu d'attendre les salons Maison Objet à Paris ou les trucs machin, un peu pointus, le mec est parti en direct sur place dans des trucs. Donc là, tu t'es arrimé les services du. On s'est embauché pendant 1 an. Alors c'est un coup. Hein. Bah ouais, mais à l'arrivée, par contre, faut voir qu'il nous a sauvés sur plein d'angles morts, sur plein de trucs que nous on connaissait pas, parce que c'est un gars qui avait déjà construit un hôtel. Il y a des choses où on n'était pas, j'étais pas calé. J'avais jamais entendu ça. Ouais. Tu t'es arrimé les services d'un. Ouais, on a des petites idées des fois. Ah oui, j'en doute pas, mais ça je l'avais. Alors ça nous a coûté cher, mais par contre, ça, à l'arrivée, c'est par rapport à tout ce qu'on a pu éviter comme erreur. C'était une idée judicieuse. Elle venait de ma mère, pas d'Olivier Belin. Tu as précisé. Et le vertige, tu l'as pas eu quand t'as dû justement te retrouver face à toute cette gestion, parce qu'un restaurant, c'est déjà colossal, et là, tu t'adjoins combien de chambres en plus? 8 chambres. Ouais. En fait, c'est pas le vertige, c'est que, historiquement, je voulais revenir à ma mère, c'est que dans les années 70, elle avait aussi un hôtel dans le bourg. Et donc, à la grande période, donc on parle de la fin des 30 Glorieuses, ouais. À Paris, c'est déjà autre chose, mais là, on finit les 30 Glorieuses, c'est la construction des petits villages avec des petits entrepreneurs locaux. Ouais. Donc, si tu veux, il y a une émulation qu'on trouve dans les petits villages, ça tourne de plein pot. Les entreprises se montent, les mecs, ils embauchent 1 mec, 2 mecs, 3 mecs, 4 mecs, 5 mecs, 6 mecs. Le mec qui avait 10 bonhommes dans une entreprise, par exemple, de charpentier, de menuisier, ça devenait un colosse, quoi. Ouais. Donc, si tu veux, elle avait toujours cette culture-là. Et là, je te parle d'une époque, elle faisait 70 couverts le midi, elle en faisait 50 le soir. Plus l'hôtel de 30 chambres était full. C'est une époque de dingue. Ouais. Donc, si tu veux, là, tu te posais pas la question de savoir, j'ai fait 14 couverts, si j'en fais 2 de plus, ça va être exceptionnel. Ouais. Là, même pas besoin de se poser la question. Ouais. Donc, c'était une autre époque. Donc, elle, en fait, elle savait que l'investissement était lourd. Alors, comme souvent, ça a débordé un peu au niveau des coûts. Des coûts. Bon, dedans, mais on sait que l'idée est bonne parce que on sait que, vu les 2 années qu'on a pris dans les dents, 2010, 2012, on sait qu'on va faire full, quoi. Ouais. On sait que de toute façon l'hôtel va nous servir. Dans la foulée des étoiles, donc il y a ça, et le plan c'est de l'amortir en combien on se projette comment quand est-ce que c'est 10, 15, 20? Ah non, on est parti sur 15 ans. Ouais. Donc l'année prochaine, j'ai fini de payer. Je l'ai fait à 40 ans, j'en aurai 55. Terminé, j'ai fini de payer. Ce qui aurait été sacré chemin. Ah, c'est une perf parce qu'à Plomo, il fallait le faire. Et même tout le monde me dit, mais bon, les banquiers, les machins, il fallait quand même réussir à Plomo. Et moi, la différence, c'est que, en fait, 8 chambres, c'est un mauvais calcul parce que ça te remplit pas ton restaurant. Ah oui. Ça, c'est un truc, tu penses, toi, il faut calculer une jauge qui soit... Je pense qu'un hôtel de 11 chambres, c'est parfait quand tu fais un truc. Nous, en fait, c'est le restaurant qui remplit l'hôtel. Ah ouais. C'est un truc de dingue. Donc, si j'ai pas de table au resto, les mecs prennent pas de chambre. Donc des fois, l'hôtel est rempli par des gens qui passent. Donc pour les chambres, c'est compliqué parce que nous on fait pas plus d'un certain truc. Ouais. Donc ça c'est l'effet. C'est un truc un peu à l'inverse des autres. Donc on a ramé au départ. Et puis c'est vrai que pour être très franc, les premières années, on l'a fait un petit peu en dilettante. Voilà, donc on a plutôt assuré la sécurité. Et c'est là où je dis souvent quand les mecs vont dire ouais mais tu déconnes. Non mais moi tu dis ce que tu veux, mignon. Si je te dis entre nous, on va assurer la cuisine et on va surtout continuer à bien assurer la cuisine parce que là on sait on maîtrise bien. Ouais. Et après quand on sera meilleur ou quand on sera bien en place, on développera l'hôtel. Donc on a un petit peu vivoté pendant 5-6 ans sans forcément c'était pas un sujet, tu t'es pas appesanti dessus quoi. Non, c'était un sujet de remboursement tous les mois parce que c'est vrai que ça les banquiers ils sont là le premier du mois à te faire chier. Je les adore d'ailleurs. Merci à vous. Et on ferait rien sans eux mais ils sont là chaque début de mois. Ils sont là avec leur sourire mais ils sont bien là aussi pour de la mettre à l'envers. Et par contre jusqu'au jour où quelqu'un me dit mais ça c'était une réflexion de personne, il dit là les gars Olive c'est bien mais finalement l'hôtel il tourne pas. Donc tu as un poids de remboursement qui est colossal. Ouais. Il faudrait peut-être un petit peu remettre un petit coup de pression. Donc là on s'est entouré d'une agence je peux citer l'agence pas? Bien sûr. Apio qui nous a aidés
avec Rémi Oyon, Rémi qui est venu et qui a dit bon voilà on va développer. Donc là on est rentré, il nous a coaché, il nous a accompagné les premières années. Mais sur quoi? Sur les questions de com, sur les questions de com, sur les questions de staff aussi au niveau de la réception, parce que c'est un autre métier. Hein. Ouais. C'est un autre métier. Et puis en plus on allait rentrer Relais-Château plus tard. Ça je le savais pas. Mais pareil quand t'es Relais-Château aujourd'hui, si tu as des allers-retours avec la maison mère où il faut quand même avoir un niveau un petit peu pointu. Il faut rentrer dans un cahier des charges. Ouais voilà. Donc si tu veux, nous on savait pas parce qu'on était des millénaires tout ça. Mais là il a commencé à nous aider à structurer et au développement, donc par la communication, par aussi un hôtel qui a quelque part est un petit peu différent. T'as remarqué que c'est 4 petites maisons. Ça veut dire que si un jour il y a un coup de Trafalgar, ça peut se vendre à 4 petites maisons ou 8 appartements. Ça c'était maman qui voulait ça. Moi je l'avais pas vu comme ça, mais elle dit hyper habile, très habile, ouais. très habile. Et comme t'as pu voir, il y a encore un peu d'espace devant. C'est le dernier terrain constructible du village. Deuxième coup de Trafalgar, on en fait 8 de plus. Non, mais en lotissement. Voilà. Après, il a fait un Relais-Château, le mec, il a fait un lotissement en pur. Il nous a bien mis à l'envers, lui. Non, mais voilà, c'était visionnaire. Mais au-delà de ça, pour revenir à tout ça, c'est quand même sérieux, mais là, il nous a donné un vrai coup de pouce. Et c'est vrai qu'à partir de là, on a commencé à avoir des gens qui ont commencé à remplir le restaurant. C'est un vrai soulagement parce que t'as des gens qui viennent de très loin et qui viennent avec une autre philosophie. On va passer 1 ou 2 nuits. Ouais, ils vivent une expérience, voilà. Ils se posent. Alors là, tu viens de le dire le mot. Ouais. Expérience, quelque chose que nous, à l'époque, et puis on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Ces fameuses expériences, ces fameux moments uniques, ces fameux empreintes, voilà, où tu vas raconter quelque chose que les autres ne peuvent pas raconter et où tu ramènes les gens dans quelque chose que tu es en train de construire. Tu peux aller plus loin. Là, pour le coup, c'est une caisse de résonance à la cuisine parce que les gens peuvent habiter vraiment un endroit Et donc, au début, donc on a commencé à voir surtout sur les étés. Parce que l'hiver, Ploemonierne, c'est plus compliqué. Et sur les étés, vraiment une fréquentation de clients qui venaient de très très loin, avec un gros potentiel d'achat. Et là, les gens ils passent 3 nuits, ils mangent tous les soirs au restaurant, ils dépensent en bouteilles, ils prennent des belles bouteilles. Et encore une fois, souvent ce que je dis quand on me dit les gens consomment moins, je dis non. Ouais. Encore une fois, là, ce qui est valable au niveau national n'est pas forcément valable chez toi. Parce qu'à partir du moment où tu as une très belle carte de vin, alors moi je suis très franco-français, je pense qu'il y a assez de vignerons français pour faire travailler, j'ai pas de vin étranger, même s'il y a des vins étrangers exceptionnels. Mais que tu as un sommelier, une sommelière, une maître d'hôtel qui est investi, qui est passionné, tu peux faire de la très belle vente. Ouais. Que ça soit en quantité ou en qualité de prix. Parce que souvent, je vois même ici, les mecs quand ils viennent boire certaines bouteilles, ils les ont par rapport à Paris, c'est 2 fois moins cher. Ouais, bien sûr. Donc quand tu vois que t'as une belle table de 4 personnes qui passent 3 nuits à l'hôtel, qui mangent 3 fois au restaurant, t'as vu que le premier soir ils t'ont fait le grand menu gastronomique, mais à la limite ils ont pas consommé beaucoup, mais le lendemain ils disent on fera le menu plaisir. Mais par contre là on va se faire des belles bouteilles. Quand tu revois les tarifs, on reste à un prix complètement raisonnable parce que des fois Paris c'est du délire. Ça t'a obligé à bouger ta cuisine ou pas du tout? Parce que quand tu dis qu'un séjour peut être modifié et que quelqu'un peut passer 48 heures ici et donc faire plusieurs repas, est-ce que t'avais l'offre qui allait pour que une personne puisse découvrir ta cuisine en plusieurs temps, sur plusieurs jours? Alors, il y a plusieurs menus déjà, tu le dis. Ouais, ça, si tu veux, je pense qu'à l'époque, je m'en préoccupais pas trop, tout ça. Ouais. C'est pareil, ça, c'est des choses qui viennent depuis les années 2000. Hein. Parce que quand on parle d'expérience, tu vois, c'est ça, quand tu passes 3 jours. Mais ça, c'est vraiment des choses qui viennent depuis, je veux dire 2015, 2020, où on est en train de pousser le curseur en France, qu'on a vu que par rapport à l'étranger, où souvent on allait à l'étranger, on se disait, les chefs français, c'est l'émergence dans les années 2000 de tous les chefs du monde. Et parce que eux, on avait déjà compris, il fallait raconter quelque chose, sans forcément être dans le luxe, raconter leur territoire. Et là, en fait, tu te rends compte qu'il y a des précurseurs, t'as Michel Bras, t'as la famille Trois Gros, encore maintenant, César, et toute la famille en étant allé à Auch, raconte encore mais en fait, tu vois, toutes ces maisons-là, Bras, Trois Gros, Paseda, et Guérard, finalement. Et Michel Guérard, qui était hyper précurseur, bien sûr, j'oublie le patron, voilà, où on va au Juny-les-Bains, et il te crée un lieu où tu viens passer du séjour, et c'est exceptionnel, voilà, parenthèse. Et là, tu te rends compte, que c'est ça que viennent chercher les mecs ici à Plomo. Et tout d'un coup, tu prends conscience, que tout à l'heure, tu me disais, mais ton territoire. Mais ça, j'ai appris à le réapprécier. Ouais. C'est quand j'ai fait mon tour de France, et je suis passé par Paris, si tu veux, en fait, les cartes sont brouillées parce que tu vois plus que le luxe, le staff, le machin, l'argenterie, les beaux produits. Ah oui, c'est sûr que t'es pas dans le terroir, donc, on n'est pas dans, donc, quand je dis ça, je dépende pas mes potes parisiens. Mais c'est la vie parisienne, ça. Mais nous, finalement, tu te dis, mais c'est pas ça qu'il faut raconter. Nous, quand t'es là, tu vois, regarde là. Mais là, en fait, il faut que j'essaie de me démerder. J'ouvre la fenêtre, qu'est-ce que j'ai face à moi? Ok, un peu de mer, un peu de pays. Ouais, ce bout de terre qui se jette dans la mer. Donc, démerde-toi de raconter une histoire avec ça. Et en fait, là, c'est là où tu commences. Mais moi, c'est vraiment très tard.
Et là, je vais beaucoup plus loin. Alors, on est peut-être un peu sorti de l'entrepreneuriat, mais en fait, ça, si tu racontes cette histoire, faut raconter cette histoire aux gens. Et là, je prends plus conscience. Mais tu vois, là, on est plus déjà dans les années 2020. Mais ça prend du temps. Tu vois, est-ce que ça te dit, peut-être qu'il maturé. Non, mais chez moi, ça m'a pris peut-être plus de temps. Et je pense sincèrement que je suis entré dans une forme aujourd'hui de maturité. En tout cas, un grand début à 50 ans. Ouais. Donc il y a des gens qui vont dire putain le mec c'était un retardé. Non, pas retardé, mais il m'aura fallu parce que j'avais peut-être besoin de m'apaiser moi intérieurement sur plein de trucs. Ouais. Mais déjà de prendre le temps de savoir ce qu'on veut raconter. Ouais. C'est bien joli de dire des mots, je fais parler ma terre, je fais parler mon territoire. Enfin, tout le monde peut le dire et à 25 ans, on peut employer ces mots, le faire pour de vrai, l'incarner, avoir ce recul. Ouais. Donc si tu veux ça prend du temps. Pas faire les choses n'importe comment. On a toujours fait aussi quand on avait les moyens. Ça aussi, c'est quelque chose. Souvent, les gens vous disent, je me rappelle des débuts, je vais encore faire rigoler les gens, mais j'avais des pissotières. Donc, alors, les mecs savent plus ce que c'est. Moi, c'est un truc où, en fait, on est face à un mur, une pissotière, là. Voilà. On s'assoit pas. Ouais, on s'assoit pas, voilà. Très bien. Je cherchais le mot plus élégant, on s'assoit pas. Et je me rappelais toujours, les mecs venaient, et à la fin, ils disaient, ouais, Olive, on a bien mangé, mais les pissotières. Et je disais, mais, les mecs, vous venez pour les pissotières ou vous venez pour bouffer? Parce qu'il faut m'expliquer si c'est pour aller sur des chiottes en or. T'allais pas sur le Plaza Tonnet à Paris. T'allais pas sur ce terrain. Bah oui, voilà. Et en fait, avec le temps, au départ, ce qui était un handicap, avec le fil du temps, aujourd'hui, on se rend compte que qu'est-ce que tu vas raconter? Bon, aujourd'hui, les gens ne parlent plus de pissotières. Bien sûr, les toilettes ont été refaites plusieurs fois même, et qu'aujourd'hui elles sont top. Mais à l'époque, toute cette maturité là, tout ça, c'est des choses que je prenais au premier degré. Je me mettais la tête en dos. Je dis j'ai pas de beaux toilettes, ça va m'empêcher de. Et j'ai envie de dire aux jeunes, mais n'écoutez pas les gens qui vous racontent tout ça, comme les mecs qui vont dire vous êtes que dans ça, il faut être 5. Mais non, si on vous l'a donné, c'est que vous la méritez. Si vous avez pris 16 au Goemio, c'est parce que vous le méritez. Arrêtez avec tout ça. Arrêtez d'écouter tous ces mecs, tous ces gens clients qui vous disent faut faire ceci, faut ça. Si on vous les a donnés, c'est que vous les méritiez. Mais attends, mais du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a pas de plan qu'il faut faire et ça veut dire que si j'avais été moins con à l'époque, pour parler franco, j'aurais pas écouté toutes les sirènes et j'aurais fait petit à petit, comme disait ma mère, prends le temps de faire les choses et tu verras, la vie elle est longue. Quand tu prends une étoile à 23 ans, il va t'en rester 40 à bosser. Qu'est-ce que tu vas faire pendant 40 ans? Tu vas faire des travaux tous les ans. Mais mon pote, putain, mais au bout de 10 ans, tu te mets la corde sur le cou. La vie va être longue, et surtout aujourd'hui. On se rend compte qu'elle va être longue et peut-être très compliquée. Toi, tu y allais trop intensément? Moi, je pense qu'à l'époque, j'aurais dû prendre le temps, mais j'avais envie de croquer la vie. Ouais. J'avais envie de croquer la vie. Je me rappelais toujours de cette phrase quand j'ai quitté Robuchon. Les mecs m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre? Tu vas te paumer à Plomo. Et moi, Plomo, c'est Plomo. Ouais. Plomo moderne, moi, j'appelle ça Plomo. Toi, t'es en train de dire qu'il faut y aller doucement. C'est quand même. Je dis pas qu'il faut y aller. C'est bien de l'avoir enregistré, ça, parce que Olivier Belin dit qu'il faut y aller mollo. C'est pas qu'il est rentré bien en tête dans le. Oui, mais moi, je me suis peut-être cramé. Ah. J'ai failli me cramer. Quand on s'est rencontrés, c'était en 2020, le premier épisode de ce podcast, et t'avais fermé quelques temps avant. J'étais fatigué, j'étais usé. Ça non plus, j'ai jamais entendu. Hein. Ouais. T'es quand même un des seuls à dire, ok, on ferme et à fermer le restaurant, on va foutre tout le monde dehors du jour au lendemain. Ouais, j'étais fatigué, usé. J'avais créé une machine que je maîtrisais plus. Ça aussi, c'est pareil. Mais c'est encore une autre époque, tu sais, l'époque dont je suis issu. D'abord, je suis issu du sérail, c'est-à-dire que je suis pas un autodidacte. Moi, je suis né là-dedans et j'ai toujours vécu là-dedans. C'est un peu le modèle économique de nos parents des années 80. Fallait bosser comme des fous et si t'étais reconnu professionnellement, t'étais quelqu'un de respectable. Bon, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en France, on voit que c'est pas forcément le cas. Bon, mais l'époque, c'était comme ça. Bon, je suis rentré dans le moule comme tout le monde, j'ai fait mon truc. Voilà. Et donc, à un moment, quand on me dit un jour, Olivier Belin, tu vas faire une démonstration à Hong Kong, et c'est sous ton nom. C'est pas le nom de sous Robuchon, ni de Ducasse, parce que c'était les patrons. Et on te dit, c'est toi, c'est ton nom. Ah ouais? Putain, mais c'est génial. Est-ce que 20 ans plus tôt, quand je me paumais dans les cours dans les coursifs de mon centre de formation, est-ce que j'aurais pensé qu'un jour j'aurais mon nom sur une manifestation à Hong Kong, table chef, 2 grands dîners faits par Olivier Belin? Jamais de la vie. Ouais. Donc si tu veux, quand un jour on te dit tu vas pouvoir aller là-bas, quand un jour on te demande de faire du consulting,
Je dis putain mais c'est magnifique. Ouais. Et là tu le fais. Là je suis parti bille en tête. Tu me dis ça. C'est pour ça que je te dis ça aujourd'hui. C'est parce que j'ai vécu comme un débile. Je finissais le boulot le dimanche soir. J'attaquais mon consulting le lundi matin. Je rattaquais la semaine. Après la semaine, je suis avec le dimanche soir suivant. Je prenais l'avion, je partais de l'autre côté. Je rentrais de l'avion. Tout de suite j'attaquais les services. Ce que je fais encore aujourd'hui. Mais maintenant on est plus construit. Donc j'ai des gars qui sont là pour moi. Quand j'arrive, c'est la mise en place c'est faite. Mais c'était comme ça. Donc quand tu fais ça pendant des années, un jour ou l'autre, un jour ça craque. Tu craques. Donc physiquement ça craque, mentalement ça craque. Puis surtout, tu te rends compte que t'avais rien construit. Qu'en fait, tout est un château de cartes. Ça reposait, il n'y a aucune fondation. Donc ouais, à la moindre souffle, t'as tout qui fout le camp. Ouais. Donc j'étais arrivé à ce stade-là. Donc c'est pour ça que quand tu me dis, c'est étonnant. Non, c'est pas étonnant. C'est une leçon de vie. Ouais. Je dis aux jeunes, prenez votre temps. La vie est assez longue et vous pouvez bâtir. Et l'argent, vous allez en gagner si vous voulez en gagner. Devenir grand, vous allez devenir grand si vous voulez. Et le temps fera les choses. Et finalement, quand tu regardes aujourd'hui tous les patrons, moi je marche à côté d'eux, mais les patrons d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce que j'appelle la nouvelle génération, les Yannick Alléono, mais même si je parle c'est des privés, les Arnaud Lallemand, des Manu Renault, en plus des gens qui sont, ils ont pris le temps. T'aurais fait quoi en fait maintenant qu'on se le dit rétrospectivement à celui qui est allé peut-être trop vite, trop fort? J'étais incapable d'écouter. Ouais, mais si tu devais le refaire, tu ferais quoi? Tu dirais non à certaines choses? Ouais. Ah ouais. Ouais, je dirais non à certaines choses, parce qu'il y a des choses que finalement ça change pas ta vie. Que t'aies une cave à 1000 bouteilles ou à 5000 bouteilles, ça va changer quoi Si par contre t'as la bonne sommelière qui choisit en accord avec toi, ou la personne qui s'occupe de vin, parce que tout le monde n'a pas de sommelier, bien comme il faut, t'es pas obligé d'avoir 5000 bouteilles, ou même 3000 bouteilles. Si t'en as 300, mais que c'est bien choisi, les jeunes vignerons qui démarrent, machin, tu vois, enfin des fois il y a des mecs qui vont dire waouh, il y a peut-être pas des grandes bouteilles, mais alors là il nous a fait découvrir des choses. Et finalement ça, ton stock de cave, ça te coûte que dalle. Ouais. Ça te coûte que dalle. Ouais, il faut faire bien. Voilà. Donc il y a des choses, on n'est pas obligé d'avoir des tables qui coûtent 10 000, des machins. Mais par contre, après, quand tu montes dans le temps et que tu veux arriver à un très haut niveau, effectivement, là, tu rentres dans des choses où tu es obligé de mettre des choses en place. Oui, mais c'est une construction progressive. Une construction, voilà, une construction. Donc c'est pareil, tu vois, je vais dire, quand je suis entré dans Relais Château, à un moment, je me dis bon, on a fait un hôtel qui est pas mal. En tout cas, moi, je disais toujours, mon hôtel, il est pourri. Et puis, quand je vais chez les autres, je me dis, finalement, le mail est aussi bien, sinon mieux. Parce que des fois, je suis assez dur avec moi-même. Et puis, un jour, je dis, bon, ouais, mais on a rien, on est Relais Château, mais on n'est pas sur le bord de la plage, on n'est pas sur un rocher, on n'est pas en haut d'un immeuble, machin, classé haussmannien. Bon. Je vais faire un spa. J'ai fait un spa, j'ai jamais utilisé de ma vie. Donc, j'ai un spa ici qui tourne au ralenti, qui est magnifique. Parce que je peux pas employer quelqu'un l'année. Donc en fait, j'ai un spa, à part si on le précise au moment de ta réservation, si tu as besoin de faire un soin, très bien. Mais si les gens font pas de soin, ils le prennent pas. Donc j'ai fait un truc qui m'a coûté 3 bras, 2 têtes, qui me sert pas. Je suis un débile. Sur cette affaire-là, je suis pas bon. Alors qu'aujourd'hui, cet argent-là, j'aurais peut-être pu le mettre dans autre chose qui me sert à refaire ma cuisine, par exemple. Bon, mais j'ai voulu, encore une fois, en écoutant les sirènes, tu devrais amener un petit truc, machin. Donc, je suis parti comme un taré. On y va au fond. Et là, à différence de l'époque, on faisait les choses avec un peu de moyens. Moins de moyens. Là, j'ai foutu des gros moyens. Puis finalement, cet argent-là, j'aurais pu le mettre ailleurs. Donc, encore une fois, et c'était il y a 10 ans. Non, pas il y a 10 ans, il y a si, mais non, c'était il y a 6 ans. Donc, si j'avais été moins con, c'est pas moins con, mais si j'avais été un peu plus, faut prendre le temps. Prendre le temps, voilà. Prendre le temps. Parce que ça, c'est des investissements lourds. Très lourds. Et ça, je pense que des fois, il y a des choses prioritaires. Alors, tu vois, pour parler un peu dans le truc, il y a des choses prioritaires, voilà. Il y a un an et demi, c'est un an, on voit que on a des difficultés pour le repassage. C'est un truc tout con. Le repassage, ça te prend 3 quarts d'heure à 1 heure quand tu veux bien faire la salle. Donc déjà la buanderie, parce que nous on s'occupait de notre linge, on passait pas par une boîte, c'est nous. Donc tu monopolises quelqu'un, ça a un coût. 2, donc une fois que celle qui est à la buanderie, qui est toujours qui reste à la buanderie, l'équipe de salle fait ça. Donc quand c'était pas bien, j'y passais toujours, je dis il y a sur les 10 nappes, il y en a 3 qui sont pas bien, faut les reprendre. Donc à chaque fois, hop, finalement c'était le responsable qui se mettait à refaire ça. Donc moins de temps pour les briefings. Quand c'était pas bien du tout, elle faisait plus que ça, donc plus du temps pour les briefings. Donc tu perds d'un côté. Puis à moi je dis bon, c'est très simple. Un jour je lui dis qu'est-ce que t'en penses, nappe pas nappe? Non mais elle me dit chef, vous faites ce que vous voulez. Je dis nappe ou pas nappe? Si à chaque fois, parce qu'après on se prend la tête, en tout cas dans les briefings, je dis ça me va pas machin. Je dis qu'est-ce qui peut? Il dit c'est vrai qu'aujourd'hui les nappes on voit que plus personne ne les fait. Et puis moi quand je les fais, je perds du temps. Ok, donc nappage on oublie. Et puis on virait les nappes. Donc la preuve. Et donc mais par contre tu vires les nappes, tu dis qu'est-ce qu'on met? Bon, là il faut trouver quelque chose. Donc tu vois, on a été de travailler des lames, ça c'est des tables, on a travaillé. On voit les plateaux. Ouais. On est parti dans la falaise.
on a taillé des lames dans la falaise, on a eu l'autorisation, et on a fait des plateaux. Voilà. Donc, maintenant, tu n'as plus de nappe, mais tu manges sur une sublime, une très belle table. Donc là, on finit, parce qu'on est en train de relooker la salle. Ça, c'était le premier point. Donc, tu vois, la dernière, elle est là-bas. Et on reçoit dans la semaine prochaine une table de 8 à 10 personnes, en pareil, ovale, qui va être magnifique. Bon, voilà, c'est quelque chose qui finalement nous a soulagés. D'abord, ça évite que les équipes s'énervent. 2, on a plus de temps pour les briefings. 3, on a gagné 1 heure le matin, 1 heure le soir. Donc les gens démarrent bien. Donc et on a économisé aussi au niveau de la buanderie. Donc voilà. Donc c'est quoi? C'est des prises de recul à un moment où il faut parce que tout ce que tu racontes depuis le début, en fait, c'est de se dire, attendez, calmez-vous, regardez les choses, prenez le temps de les voir. Le bon sens paysan. Ouais. C'est pas tout ce qu'on nous raconte à droite à gauche, tout ça, faut arrêter. Évidemment, parfois, il y a des choses qui sont véridiques. Il y a plein de gens qui peuvent me donner des leçons, d'ailleurs, dire comment tu peux faire mieux marcher mon hôtel, machin. La grosse différence, c'est que moi, j'y vis ici toute l'année. Donc tous les mecs qui viennent me raconter leur histoire, il y a des outils qui te permettent d'aller mieux. Tu vois, j'ai dit, Apio, ils m'ont aidé à lancer l'hôtel. Aujourd'hui, tu me fais un podcast, si les gens l'écoutent, ça va me permettre encore ça va me permettre des gens de dire, Belin, c'est qui, ceux qui me connaissent pas. Et il y en a plein qui me connaissent pas. Donc, tous ces genres de choses nous aident. Bien sûr. Mais notre quotidien, c'est pas forcément ça. Notre quotidien, c'est vivre au quotidien avec une clientèle. Moi, je suis ici, Pointe-Finistère, qui 10 mois de l'année, 9 mois de l'année, sont mes locaux, avec un pouvoir d'achat qui n'a rien à voir avec ce que j'ai l'été. Donc on fait comment? Est-ce qu'on reste accessible? Est-ce qu'on reste plus accessible? Est-ce que quand ils viennent, on leur fait un petit menu, puis finalement ils vont se dire, on était chez Belin, mais on mange aussi bien chez le jeune étoilé d'à côté. C'est quoi? Tout ça se calibre. Et à un moment, tu dis, bon, alors moi j'ai choisi de dire, si tu manges le petit menu, ce qui est plus le petit menu, mais il faut que ça soit bon, machin. Mais avec le temps, là, on a trouvé des choses. Puis moi aussi, je me suis remis en question dans ma cuisine. Et à un moment, il y a pas que les autres. Toi aussi, il faut que tu te remettes à évoluer parce que le niveau monte, parce que les jeunes montent, et toi, approfondis ta cuisine, sois meilleur, et encore une fois, arrête d'écouter les mecs. Travail. Comme disait mon pote Banquetel, Jérôme, que je connais depuis 30 ans parce qu'on s'est rencontrés à la Topinière il y a 30 ans. On s'était promis un jour qu'on décrochait le Graal, lui il l'a fait, moi pas moi encore. Donc, tu vois, il a été meilleur. Mais avec G, c'était toujours, il faut faire mieux. Ouais. Donc à un moment, dans ces moments-là, reste dans ta cuisine. Alors, je dis pas que j'ai quitté ma cuisine, mais remets-toi à travailler ce que tu pensais de bien. Peut-être que finalement c'est pas abouti. Peut-être que pour attirer quelqu'un qui doit venir de l'étranger, pour dire on va se déplacer parce que ça c'est unique au monde. Et là on va venir. Ouais. Et là donc tu vas récupérer une clientèle qui va être capable de dépenser, de machiner, pas forcément dépenser en somme, mais sur le séjour, mais pour venir pour quelque chose qui dire ça je me déplace pour ça, je mange partout. C'est on l'a vu 100 000 fois, ça m'a aucun intérêt d'aller chez Olivier. Ça par contre je vais me déplacer parce que ça aujourd'hui il le fait et ça. Ouais, il y a que là qu'on peut le vivre. Tu parlais des locaux et du prix et tout ça, c'est un truc qui est important aussi. Tu peux pas te sacrifier, baisser ton prix ou tu t'adresses pas aux locaux moi, je vais être très clair. C'est sûr qu'à force d'évoluer, de grandir, tu te coupes de façon d'une clientèle. Voilà. Donc ça, c'est clair. Maintenant, l'idée du bistrot, c'était aussi pour ça. Alors voilà, c'est ça qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, donc il y a le restaurant gastronomique qu'on connaît où le menu peut dépasser les 300. Je sais plus à combien il est. Alors le midi, t'as un menu à 120 €. Ouais. Voilà. Et les autres menus, mais tu peux manger le menu à 120 €. Le soir, ça démarre à 170. D'accord. Et ça va jusqu'à 345. C'est ça. Ok. Donc là, les 345, c'est accessible qu'à une certaine élite. Ouais. Ou à des gens qui font qui font un événement de vie, en fait, qui se disent. Donc, d'où tout ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on rentre dans cette fameuse expérience où, quand les gens prennent ce menu-là, on doit être parfait, même dans le petit menu. Mais à ce moment-là, l'expérience, elle doit être maîtrisée. Ouais. Et j'allais dire, marqué au fer rouge. C'est-à-dire que le mec, quand il ressort, il faut qu'il ait les marques à vie. Ouais. Parce que, à ce prix-là, on peut pas se permettre. Si tu rajoutes des belles bouteilles de vin, les mecs, on monte sur des tarifs qui sont parisiens. Donc là, t'es plus dans le truc. Par contre. Mais tu pourrais pas faire un menu à 70, 80 € dans un restaurant gastronomique. Ici, ça n'aurait pas la même empreinte, justement. C'est-à-dire que dans ces cas-là, les mecs se diraient, pourquoi manger ça alors que on a le même étoilé à Quimper, qui lui, pour ce prix-là, te fait mieux? Parce qu'il y a ça aussi, il faut prendre l'environnement. Ouais. Nous, on n'est pas les uns à côté des autres, c'est-à-dire que je suis pas dans une rue de Paris ou de Lyon. Quand tu ouvres, t'as 1000 personnes qui cherchent à manger. Ouais. Moi, il y a 2300 habitants. Peut-être mon cœur de cible, il y a 20 familles qui viennent. 20 familles qui viennent. Sur les 20 familles, t'en as 5 qui sont des habitués. Le reste, voilà. Donc moi, j'ai 5 familles qui sont d'ici. Après, c'est tout ce que j'appelle le local, c'est toute la Bretagne. Donc si tu veux, faut faire exciter tes choix. Alors dans ces gens-là, j'ai des gens qui ont beaucoup de moyens, puis j'en ai qui ont cassent leur tirelire pour venir. Mais mon cœur de cible, c'est ça.
moi, je suis pas à l'international. Moi, là, maintenant, on rentre, ça y est, là, tu vois, on est fin juin, on rentre dans une période où on commence à avoir des Américains, des étrangers, des Parisiens. On voit les voitures qui changent de matricule, on voit les formes qui sont différentes. Bon, tu m'as compris. On voit les trucs. Donc là, on sait que ça va être autre chose. Mais le reste de l'année, c'est pas ça. Ouais. Le reste de l'année, des fois, j'ai des gens qui viennent parce que ça existe encore. Et heureusement que ça existe encore, parce que tu vois, tout ça me fait comprendre que c'est ces gens-là qui, au fil des années, m'ont permis d'arriver où je suis. C'est le fil rouge, hein. C'est le fil rouge. C'est eux, ils sont là. Voilà. Des fois, j'ai des jeunes qui disent, bah là, on n'a pas beaucoup de moyens. Et ben là, mon équipe de salle, ils sont là pour leur faire passer un bon moment. Et des fois, quand je dis, qu'est-ce qu'ils ont, voilà, c'est quoi la commande des vins? Bah, des fois, on me dit, un apéritif et puis, pas de vin. Bah, j'ai ici. Comment ça? Bah, vous mettrez un verre de vin où vous voulez, sur n'importe quel pas. Mais on mange pas chez moi sans boire un verre de vin ou un jus d'orange, peu importe. Parce qu'il y a des gens qui boivent plus d'alcool aujourd'hui, ou un vin, mais j'ai dit, vous leur faites quelque chose. Il est hors de question qu'ils sortent de là en ayant bu de l'eau. C'est ridicule. À part s'ils ont un souci d'alcool, mais c'est ridicule. Je m'en fous, c'est pas pour 2 verres de vin, je vais pas être ruiné. Arnaud Lallemand, tu sais, il fait un truc pour les jeunes. Ouais. Il a un truc où il ouvre parfois par année, comme ça, un nombre de tables à des menus, un tarif préférentiel pour les moins de 25 ans, je sais plus. Mais encore une fois, je reviens. Et c'est pour ça que je dis ça. Tu es à Reims. Ouais. T'es en Champagne. Ouais. Tu es à Reims. Le pouvoir d'achat et le machin est peut-être plus élevé. Et puis il y a une densité qui est pas la même, forcément. Voilà. Moi, Ploemodierne, petit village agricole. Ouais. Donc ça, en faisant le bistrot, bah là, c'est ce que j'aurais dit. Parce qu'au début, les mecs ont cru que c'était une connerie. On dit, il fait un bistrot de 3 premiers mois. J'étais un peu fatigué, tu vois. Pareil, un peu dans le même truc. Remis en la maison, en heure de bataille. On a remis à travailler. On sortait d'un été. Je parle pas de l'année dernière. L'année dernière, c'est Jeux Olympiques, ouais. Donc c'était l'année c'était d'avant. C'était il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans. Et je dis, bon, tiens, moi, au lieu de repartir tout de suite, j'ai appelé les guides, je repars démarrer en gastro tout de suite. On va redémarrer, mais je vais tenter une expérience, je vais ouvrir un bistrot. Donc t'as retardé l'ouverture de la table gastronomique. Voilà. Aménagé une petite salle qui était à côté. Une salle qu'on a refaite. Qui a été refaite, qui était un salon privé, mais qui m'a servi, parce que de toute façon on l'utilisait pas, elle était refait pareil, ils l'utilisaient pas, c'est très rare qu'on ait des grandes tables du 15-20, donc je dis, on va utiliser cette salle, donc elle est toute neuve. Pour faire un bistrot. Et on a fait donc un truc. Même produit, même fournisseur, même équipe, produits différents, parce qu'à 35 euros et à 45 euros ou 50 euros, tu sors pas les mêmes, tu sors pas les mêmes ratios. Bien sûr. Donc voilà. Mais la même équipe, avec le même chef en cuisine, et qui petite carte des vins du gastro, donc on est sorti des prix accessibles aux gens, avec une bouteille de chambre pour ceux qui voulaient vraiment qu'il reste une belle maison, mais autrement même une très accessible. Mais tout le reste des trucs, tu vois, parce que j'en ai encore la carte, je crois qu'on a aujourd'hui, tu peux trouver, je crois, une bouteille à 35 euros à l'auberge pour démarrer. Donc un coteau vendéen, je crois, si je me rappelle bien. Donc là, une petite sélection de bouteilles entre 35 et 70 euros. Et un bistrot éphémère, c'est-à-dire que tu t'es pas dit, je vais ouvrir cette table en plus tout du long. Non, parce que ça arrive, hein, il y a plein d'endroits maintenant. Mais moi, je suis à Plomo. Je suis pas dans une grande ville. Et les mecs, parce que, je prends l'exemple. Les mecs me disent, ouais, ça me martonnerait. Mais quand t'es à Quimper, tu sors, il est 12h30. Tu dis, bon, on a 1 heure pour manger. Aujourd'hui, tiens, on n'a pas le temps de se faire un gastro, mais on va faire quand même la petite table d'à côté. T'es à 5 minutes, tu gardes ta caisse. Et là, c'est 35 minutes. Mais Sulpice à Talloire, par exemple. Ouais. Tu vois, il a son bistrot qui tourne tout le temps à côté. T'es à Talloire, mais t'es à Annecy. Mais t'as vu le pouvoir d'achat des gens. Ouais. Faut remettre des choses en condition. Pas très loin non plus. Il faut remettre des choses en condition. Excuse-moi. La maison. Mais ça, c'est la grande leçon de ce que tu nous racontes. C'est qu'à chaque maison, à chaque endroit. Évidemment. Et c'est pour ça que moi, souvent, les donneurs de leçons que j'entends quand j'entends des tables rondes où des fois les mecs cette année, je me suis fait élire, aux grandes tables du monde, au conseil d'administration. J'avais préparé mon coup, parce qu'on n'est pas des idiots non plus. On nous prend souvent pour des idiots, on n'est pas des idiots. Je parle des Bretons, mais c'est en général, et des Finistériens. Et j'avais écouté, mais en fait, ce jour-là, le thème, c'était ce que le service est un ballet. Et en fait, j'écoutais, mais tout le monde, mais on parle de Paris, on parlait de La Rochelle, parce que t'avais Nicolas Brossard qui était invité, et je critique pas les gens. Mais Rochelle, ville portuaire, comme ça, avec un port de plaisance magnifique, une ville exceptionnelle, une ville qui est connue dans le monde entier, ouverte sur les États-Unis, face à l'Atlantique. Paris, ville lumière. Tu me parles du Plaza Athénée, un petit hôtel à la française, pas petit, mais un hôtel à la française magnifique, avec un des plus grands chefs du monde, parce que Monsieur Ducasse était encore là-bas, et Denis Courtier dans salle, une équipe de ouf. Et puis tu me parles de Stéphanie Lequelec, 8e arrondissement. Tu vois, t'es dans les grandes tables du monde, t'es adhérent, et tu dis, mais nous, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas la même clientèle, ils ont pas le même pouvoir d'achat. Et malgré tout ça, on fait le même boulot, et on est grande table du monde, on a 2 étoiles Michelin, et on a 18,5 au Goemio. Et donc, on réussit à faire les choses. Par contre, on a beaucoup plus de contraintes.
ou en tout cas on a des contraintes autres qu'eux. Ouais. J'ai dit mais moi il faut défendre ces petites maisons. Ah ouais, et puis c'est pas le même schéma. Donc si tu veux, à un moment j'avais préparé mon coup, tac, je me fais élire cette année où j'en mets un ou deux dehors, tac, parce que c'est moi qui prends la place. Et je l'ai dit comme il faut en beauté. Et ça me fait rire parce que les mecs, hein. Mais quand j'ai dit ça, mes potes, quand j'aurais dit juste le matin même, je lui ai dit je vais me présenter, mais tu déconnes, mais non. Et j'ai dit non parce que pendant ces 6 mois, 8 mois avant, j'ai été voir les gens, j'aurais posé des questions. Quand j'étais international, je voyais les chefs qui étaient là-dedans, je dis je vais me présenter, top. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Mais moi, pour moi, donc, à un moment, quand on me dit, j'entends tous ces données, je dis, mais non. J'ai dit, vous, oui, ça marche peut-être pas pareil, mais nous, ça marcherait pas. Alors, on marche différemment. On a d'autres leviers. Ouais. Qui ne marcheraient peut-être pas pour vous. Ouais. Mais pour nous, ces leviers-là nous permettent d'arriver à la même solution. Alors, plus ou moins. Donc voilà. Et aujourd'hui, quand je dis plus ou moins, nous, on est, aujourd'hui, quand on vient dans notre maison, si je te prends le gastro, je reviendrai sur le bistrot. Nous, on va être très axé sur les producteurs, sur la pointe d'Arnonay qui est en face, l'histoire de la maison. Il y a des maisons où tu vois, c'est moins raconté. Bah nous, c'est nos leviers qui font qu'on arrive à raconter cette fameuse expérience. Incarné. Voilà, incarné. Parce que moi ici, j'aurais jamais dit mec en salle, je peux pas les payer. Ouais. Très clair, j'ai pas les moyens. Là, par contre, tu vois, je me transpose 10 ans plus tôt. J'aurais dit, si, il faut qu'on soit 5 en salle pour avoir l'étoile ou pour avoir 15 au Guimio. Mais non, les gens, s'ils sont là, faut une équipe en salle qui soit de qualité et compétente et que les gens soient investis. Point barre. Le reste, tout ça, c'est du violon. Voilà. Donc, en faisant ça, j'ai donné accès aux gens du village. Et c'est vrai, comme je dis, le premier mois, les mecs ont cru que donc c'était tous les mecs du gastro qui venaient au bistrot, qui avaient compris. Ok, il me fait une petite tarte de maquereau, c'est pas tarte de maquereau, tu machin. Donc les mecs, ils ont vite compris, tarte de maquereau, bah hop, Olive, 35 €, génial. Ouais. J'ai dit, putain, c'est les mecs du gastro. Et le deuxième mois, à force de avoir rabâché ça dans le village, parce que là, j'ai fait du Olivier Blin, village, in the village, en allant boire un pot, un café le dimanche soir, en disant, non, mais c'est ouvert. Ouais, mais c'est accessible pour vous. Mais c'est que pour vous que je l'ai fait. C'est pour que tu puisses manger, parce que tu m'as toujours dit que des fois, tu pouvais pas venir à l'auberge. Si tu viens, c'est pour un moment exceptionnel. Ah, t'allais le vendre. Je suis allé le vendre. Puis à mes salariés, je leur dis pareil, tu crois quoi, que le dimanche soir, quand tous mes gars, ils vont boire un pot, quand t'as 10 gus qui déboulent dans le bar, ils sont contents de les voir venir. Parce que les mecs, c'est 10 tournées. C'est ça. L'alcool est dangereux pour la santé, je répète. mais s'ils se font plaisir, et ben là, dire, maintenant, c'est le chef pendant 1 mois, 2 mois, il va faire ça. Donc, c'est ambiance des contracts. Et on a fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire que t'as été servi à l'auberge, alors, une autre entrée que le gastro, l'ancienne entrée la vieille entrée, mais dans une salle neuve. Par contre, ambiance décontractée, marinière, jean basket, petite musique sympa, un peu fun, et puis cuisine, voilà, on se prend pas la tête. Et là, les codes du gastro, on les a oubliés. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais demandé à mes équipes. J'ai dit, je ne veux pas du machin. J'ai dit, soyez détendus, soyez jeunes. Soyez ça a dû plaire aux équipes, ça, pour le coup. Ils ont adoré. Ils ont adoré, mais ils se sont rendus compte que de faire de l'excellence ou du très haut niveau, on le fait aussi, mais d'essayer de raconter une histoire autre de l'excellence, ça c'est comme hors norme. Pas facile. Non mais du gastro c'est quand même hors norme. Donc cette parenthèse de 3 mois c'est bien, mais à un moment les mecs sont contents de revenir. Tu vois, contrairement sur t'as la compète et le. Voilà. Ouais, parce que dans la compète, il y a quand même des choses, des codes, il y a des explications, on est un peu pointu. Là, c'est un peu des conos, tu vois. C'est sympa. Et le chef, il est en cuisine. Ouais, bah non, on voudrait le voir. Ouais, mais tu ouvres la porte, tu vois. Salut les gars, ça va? Salut, ça va? Pas la Jacques Chirac. Tu vois, il y a 20 personnes, salut, ça qui cuisine. Bah non, c'est mon sosie. Non, c'est la même équipe. Bon, voilà. Donc ça, on l'a fait. Et donc, ça a été un beau succès. Mais attends, ça ouvre par séquence. Donc ça veut dire que tu te dis, j'ouvre du temps à temps. Soyez là. Là, cette année-là, j'ai fait 3 mois. Cette année, j'avais dit, parce que après, c'est économique, j'ai regardé, bon, on n'était pas bon parce qu'il fallait qu'on fasse plus de couverts. J'aurais dit, l'idée me plaît quand même, mais j'ai pas été bon. Donc là, on a fait les dimanches de mars. Donc tous les dimanches midi, au mois de mars, parce que c'était une période un peu creuse, j'avais vu venir, on va faire. Et là, on est monté jusqu'à 50. Non, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu adaptes ta voilure, en fait. Mais comment tu fais, comment les gens s'y retrouvent, comment ils savent que les... Et là, on communiquait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on envoie un message dans vos guides, ça va être fermé, tac. Et là, on communique. Donc, on a communiqué. Et ça marche. Et les gens, ils voient, ils suivent. Là, la dernière fois, les dimanches, le dernier dimanche, 52 couverts. Full bloc. Terminé. Super réussite. Hyper bien. Voilà. Encore une fois, adapté au temps et au moment. Voilà. Là, je quitte. Là, on sait que. Alors, c'est tombé un peu par hasard, mais je vois que les vacances scolaires finissent de 6. Donc, c'est tard. Première semaine, elle est morte pour nous. Voilà. Donc c'est clair. Donc là, c'était l'occasion. J'ai calé mon départ en Asie là. Donc je pars dimanche soir et donc j'ai 8 jours. Donc je rentre le mardi ou le mercredi, je sais plus. En fait, cette semaine-là va être bâtarde. Donc, au lieu d'être à moitié bâtard, j'ai break. Ça nous casse un peu notre dream, mais
tu vois, il fait beau, ça va être sympa, les mecs, ils vont, alors c'est mon second qui prend le lead. Comme ça, si tu quittes en gastro, hop, le bistrot peut prendre le relais, voilà. ton second devient... Et lui se fait les dents, et puis l'équipe aussi, ça met un peu moins c'est un peu plus détendu, c'est pas détendu, mais il y a moins de mise en place, ça va être plus facile, ça fait un petit break. Ils vont pouvoir apprécier le printemps, parce que le soir, là, à 9h30, 10h, t'es dehors. 10h30, t'es dehors. En gastro, t'es jamais avant 11h30. Donc là, 10h, t'es dehors, t'as pas de pression. Parce que là, c'est entrée pas dessert, pas de choix. Parce que c'est pareil, moi je suis pas là, non, mais t'as une carte, tu choisis. Non, c'est, je vais prendre un exemple, pied de royal de foie gras avec un velouté de langoustine. Derrière, ça va être une lotte ou un colin, petits légumes d'été. Et tu finis par les petites salades de fraises terminées. Basta. Chut, pas de choix. C'est comme ça. Et voilà, ça prend le laisser. Tu viens, c'est bien, tu viens pas. Les gens ils viennent. Ils sont contents, ceux qui peuvent pas venir. Et pour le staff, c'est génial, je trouve. Ça crée des moments. C'est ce que je disais. Voilà, encore une fois. Peut-être que si j'étais à Paris de faire ça, je brouillerais les trucs, mais ici, localement, je dis, notre clientèle qui est locale, à un moment, elle le va vite. Ça fait 3 mois que le panneau, il est toujours, de l'autre côté, il est là, les gens, ils le voient, ils passent, ils lisent. Voilà, ils ont compris, là. Donc là, un petit panneau avec les dates. Je sais qu'avant de partir, je crois qu'il y a une quinzaine de couverts par service, par service. Ils vont faire entre 25 et 30, entre 20 et 25, par service. Voilà. Parce que sinon, c'est un staff que t'aurais pas occupé, parce que toi, sinon, j'aurais fait comme avant, je fermais. Tu vas en Asie, et du coup, eux, ils sont en vacances. C'était ridicule. Donc là, au moins, ils vont se faire les dents sans, mon second, si j'ai envie de faire une sauce différente, le choix, à partir du moment où c'est bon et ça correspond à notre univers, mais vas-y. Et puis, il se fait aussi les dents. Il comprend qu'aussi, des fois, d'avoir la responsabilité vraiment tout seul de l'établissement. C'est génial, quand même, parce que lui, il est second dans un grand resto, de temps en temps, il est en première ligne. Là, tu comprends ce que c'est. Des fois, quand on est exigeant de l'autre côté, tu dis, quand tu reviens au bout d'une semaine, il dit, je suis content de vous voir revenir. Parce que ça, c'est la première fois qu'il m'a dit. La première fois, je dis, bon, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, parce que finalement, maintenant, je comprends pourquoi, je viens de comprendre. C'est un mec aussi intelligent. Je viens de comprendre maintenant ce que c'est d'avoir la responsabilité d'un établissement qui est renommé. C'est une charge. C'est une charge. J'ai dit, yes. Puis là, les gens, en une journée, quand les premiers sont venus manger, je peux te dire que le bouche-oreille, c'est génial. Il faut que tu ailles chez lui, ça y est, il a fait le bistrot. C'est cool. Et là, on a des clients qui demandent quand est-ce que vous faites le bistrot. Mais je comprends. Alors, donc voilà. Mais ça, j'aurais mis j'ai mis du temps à le faire. Pas oser, parce que j'ai toujours osé des choses, mais il y a du temps à le faire. Je me suis aussi posé des questions parce qu'on vit aussi dans un pays qui économiquement aujourd'hui est un peu c'est compliqué. Très très compliqué. On a souvent des politiques qui prennent des décisions qui mettent en porte-à-faux les entrepreneurs. Je répète, faut savoir qu'aujourd'hui le coût d'un salarié c'est colossal aujourd'hui. Donc quand on nous fait des dissolutions et des choses comme ça où qui sont pas forcément justifiées, l'impact il est direct. Mais moi ça a été terrible. Cette année j'ai vécu un hiver. D'ailleurs je dis souvent j'en veux au président parce que j'ai rien contre lui. C'est sûrement un homme brillant. Mais ce jour-là il a été très mal encadré ou très mal entouré. Ou alors c'est le fait du prince. Parce que moi j'ai traversé un hiver comme jamais j'ai vécu. L'impact il est tel que mon cœur de cible justement de gens habitués, on arrive sur les fêtes, se sont complètement refermés et là on dit Olive au lieu de venir, je prends un exemple salut Olive, on quitte Rennes à 15h, on sera là ce soir à 17h30, on réserve 3 chambres, on est 6, tu le mets tel menu. Ça j'ai oublié, sauf que cumulé sur le nombre de tables par semaine, c'est colossal. Et à un moment là, tu dis, là tu regardes les rats morts dans le village de retour. T'es face au carreau, il se passe plus rien. Tu dis putain. Et là tu dis c'est toi, c'est mes équipes, c'est moi. Non, c'est pas toi. C'est le contexte. Voilà. Et mais encore une fois, c'est ce que je dis. Là, faut apprendre à faire le dos rond. Et là, faut pas faire de dépenses inutiles. Là justement, on met tout en stand-by et on attend et on regarde. Est-ce que ça a vraiment un impact? On attend. Tu vois ma salle, tu vois ça c'est le premier panneau, c'est une des premières, toutes les voilures vont être refaites et puis c'est étapes, j'ai une de sculpture qui doit arriver. Tout ça devait être fait pour fin juin. T'as décalé. En gros le décalement fera arriver, ça sera fini peut-être fin juillet. Je décalé d'un mois et demi. Voilà, il y a quelques années on dit non, je veux que ça soit fait tout de suite dans les 15 jours. Voilà, c'est le genre de choses qu'ils ont fait. Alors après ça les mecs vont dire quoi économiquement, mais je vais dire ça c'est des choses que il n'y a pas de business plan chez nous. C'est-à-dire que moi, ça, c'est une histoire de vie, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu à part. C'est marrant, on dirait que tu décris un truc comme si t'étais un skipper. Tu sais, tu fonctionnes, tu prends le vent et tu bordes ou tu largues en fonction de... Tu as raison. Ouais. Et puis, au ressenti, des fois, tu vois, hier soir, là, j'étais avec un grand patron d'industrie breton. Et le président du conseil général.
Bref, on a mangé, on avait besoin de se parler. Bon, il était inquiet. Ok. Le président du conseil général, il est inquiet. Le grand patron d'industrie me dit, non, c'est raide. 650 bonhommes, le gars. Donc si eux, c'est pas 22 personnes, c'est important 22 personnes, mais 650 bonhommes, c'est plus pareil. Faut savoir tout ce que ça découle de là. Donc si tu veux, ben là, j'entends ça, je me dis, oh, bon, là, on arrive sur l'été, ça va pas se voir parce qu'il y a un afflux de population. Mais peut-être que notre rentrée va être sévère. Quand on se retrouve en octobre. Ah ouais. Donc à un moment, ce qui a été prévu, on va peut-être faire attention. S'il y a des départs, on va peut-être pas remplacer les gens parce que les mecs font un an et demi, des saisonniers. On va faire attention parce qu'économiquement, voilà. Et on va faire attention et on va passer l'hiver, on va voir. Bon, donc tout ça, ce sont des choses qui sont, tu te dis, t'es un peu un speed keeper. Alors moi, j'aime pas trop, j'ai pas trop le pied marin, mais tu drives, tu fais attention. Et puis tu vois. Et puis il y a des fois, tu dis aussi, voilà. Puis après, je n'ai jamais, une chose sur laquelle j'ai jamais transigé, c'est sur la qualité de mes produits. Je suis pas un mec qui est là à dire, est-ce que tu peux faire 5 € de moins, machin. Je suis pas là qui est mandé. Je suis pas un mendiant. Moi, si le mec, il me dit, le turbo, c'est 60 € le kilo. Le mec vont dire des fois, mes potes, ils me disent, putain, c'est hors de prix. Ouais, mais si j'ai le meilleur turbo du moment, hein, ou si j'ai l'Isette, donc c'est le petit macro de juin, la Lisette, elle est 3 € de plus que le voisin, je m'en fous. C'est pas là que ça se joue. Moi, le prix, de qualité. Par contre, il y a des choses vraiment utiles où, des fois, on n'a pas besoin d'aller investir qui sont vraiment des choses où, si on faisait des dépenses, tu vois, je vais te dire un truc. Je me suis fait cambrioler il y a 1 an et demi, ma cave à vin. Oh putain. Ouais. Près de 150 000 €, pour faire simple, c'est le minimum. De tous mes grands crus sont partis. Bon. Et ben, quand tu dois reconstituer une cave, là, tout d'un coup, t'as une priorité parce que, encore une fois, sur le coup, tu dis, est-ce que je reconstitue tout? D'abord, je pourrais plus avoir les vins. Les connaisseurs, c'est des Armand Rousseau, des machins comme ça, dont les mecs vont comprendre. Des Chambertin de chez Rousseau 2009, je peux vous dire ça vaut une fortune. Bon, entre autres, mais il n'y avait pas que ça. Bon, tu te dis, est-ce que je le fais immédiatement? Mais s'il faut sortir 200 000 €. Tu sors d'où les monnaies? Il faut être fun. Par contre, ok, j'ai appelé mon pote Banquetel, tu peux pas, toi t'as des contacts partout, est-ce que je peux pas avoir des mecs qui vont essayer de me retrouver des bouteilles qui sont dans la même lignée, peut-être un petit ton en dessous, mais pour le connaisseur, on va dire c'est comme très beau. Et où j'ai l'investissement de retour de départ, pas de ça, mais que je puisse me refaire une carte de grandes bouteilles, parce que j'ai pas, mais et voilà. Et puis je vais l'étaler sur 6 mois. Ok, il m'appelle, tac, il me met en contact. Merci G. Et puis voilà, on refait. Mais il y a quelques années, j'aurais dit, mais non, je vais remettre tout ça comme un débile. Alors que ça, c'est un coup à te plomber ta maison. Bon, on a remis 6 mois. Puis au bout de 6 mois, il y a 2 ans, j'ai refait une cave, de grands crus. Que ce soit en Bordeaux, en Bourgogne, machin, on a réussi à refaire. Alors j'ai de retour maintenant ces fameuses allocations que je pouvais plus avoir, et puis de retour j'ai réussi à remettre cette cave en place, mais au lieu de les dépenser 200 000 d'un coup, on a étalé ça progressivement. Il y a une autre époque j'aurais fait ça, donc toujours prendre le temps, et c'est pour ça que je dis, avec la cinquantaine passée et avec mon âge, je pense qu'à 50 ans je suis rentré dans une maturité, et je pense qu'à 52 ans elle s'est vraiment marquée. Ouais, c'est marrant. Putain, je vais revenir dans 5 ans, je serai face à Maître Yoda, quoi. Il y aura Maître Gaga, peut-être. Yoda, je sais pas, mais Maître Gaga. Mais ou je ne serai plus là. C'est peut-être ça. Je reviendrai dans 5 ans, mais il ne sera plus là. Voilà, ça sera peut-être la finalité de tout ça. Parce que ça aussi, je crois qu'à un moment, faut pas rester s'asseoir à des choses que le monde va trop vite et la jeunesse est très forte. Donc à un moment, faut savoir partir. Mais c'est quoi la perspective justement? C'est ma dernière. La dernière étape, d'abord, c'est de finir d'aménager cette maison, parce que là aujourd'hui, si j'ai un gros projet, le futur gros projet, ça sera de refaire la cuisine. Je devais le faire l'année dernière, mais l'investissement était trop lourd, donc faut que je revends ma copie. Parce que voilà, encore une fois, c'est pas me faire une cuisine pour dire je me suis foutu 400 000, 500 000, parce que c'est ça les tarifs. Une cuisine qui en fait va te plomber pendant 10 ans. Bon, là, je vais revoir ma copie. Je vais refaire un outil sur lequel on peut travailler. Là, la maison aura été refaite entièrement en 15 ans. Elle sera toute neuve. Voilà. Là, on est en train de réaménager la. Mais qu'est-ce que tu veux remettre les clés de ta maison? Non, mais peut-être qu'à un moment, faut savoir partir. Alors, c'est pas là, hein. Attention, je rassure tout le monde. Je vais être encore sur le rap de quelques-uns pour quelques années. Je suis encore là pour au moins 10 ans, mais le jour où je déciderai de partir, cette maison, la personne qui décidera de prendre ça, alors j'aimerais bien que ça soit quelqu'un de l'auberge, parce que voilà, j'ai un jeune couple qui travaille avec moi qui s'appelle Marie et Nicolas. J'espère que ils auront cette envie-là. En tout cas, aujourd'hui, ils sont de plus en plus au devant avec nous. Nicolas, c'est lui qui va exercer, qui est là avec moi depuis 6 ans. Et donc il prend les rênes pendant la semaine. C'est lui qui a la responsabilité du bistrot éphémère. Mais voilà, on les amène tout doucement. Pareil, on peut les amener plus vite. Ils ont sûrement envie d'aller plus vite, mais je fais ce que ma maman a appris, le temps.
Le temps, parce que prendre une maison, c'est pas juste faire de la cuisine. Ouais. Et c'est pas juste gérer 5, 6 ou 10 personnes. C'est autre chose. Donc voilà, il y aura un moment, il faudra peut-être savoir dire, j'ai pas d'enfant. Donc à partir de là, faudra se dire, voilà, il faut que et puis physiquement, c'est très dur. Parce que comme je suis une petite maison, j'aime être dans ma cuisine, j'aime être dans mon fourneau, j'aime cuisiner. Ouais. Donc je donne beaucoup. Donc c'est vrai que j'y laisse beaucoup de plumes. Parce que ça, ce mode de fonctionnement, j'ai pas changé ça. Donc ouais, il y aura un moment, il faudra partir. Donc aujourd'hui, c'est effectivement de continuer à aménager cette maison. Et puis après, on a encore quelques défis professionnels parce que voilà, on n'est pas encore. On a envie d'aller après avoir une période où je dirais et rentrer dans cette maturité peut-être qui est peut-être le bon moment pour moi d'écrire cette histoire culinaire. En tout cas, les retours qu'on a depuis quelques temps font que on est de retour parti dans un monde. On était peut-être dans le monde d'excellence, mais là de faire vivre quelque chose que les gens disent, là maintenant on vient vraiment vivre quelque chose d'unique chez toi. Ça on l'avait peut-être avant. Avant on cuisinait bien. On parle de cuisine là, on a passé un step en cuisine encore. Je pense. En cuisine et en salle. Après, voilà, moi je suis pas dans une lignée de transmission là, donc je suis comme un con. Mais en tout cas, c'est ce que je disais. Le futur, c'est aussi de préparer ce lieu pour que la personne qui vienne derrière n'ait rien à faire. Ouais. Qu'elle se dise, on peut démarrer dans cet outil de travail, tout est prêt. Et là, j'aimerais bien que voilà, ce soit Nicolas et Marie. Si c'est pas eux, tant pis. Mais si c'est eux, je serais vraiment content. Et s'ils veulent que je les accompagne aussi un petit peu, je le ferai. Mais à la différence, j'essaierai pas de rester à m'imposer et à vouloir faire ce que j'ai fait. Très grave erreur. Beaucoup de grands chefs font ça. Ouais. Et on le voit régulièrement. Le mec, ça finit en autre boudin. Ouais, la transmission se fait pas. En ça fait. se fait pas bien. Ouais. Et machin. Il faut laisser les jeunes. À partir du moment où c'est plus ta tôle, il faut laisser les gamins prendre le lead. Ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Si par contre ils ont besoin de ton conseil, ils ont besoin que tu reviennes les aider en cuisine, on donnera du conseil. Mais voilà, donc c'est ça le futur. Puis peut-être un ou deux aménagements, mais plus grand chose, parce que voilà, ne pas oublier que plus ça grandit, plus ça devient lourd, plus ça coûte cher. Parce que ça on l'oublie aussi. C'est que quand de faire c'est une chose, d'entretenir, ça coûte un max de pognon. Ouais. Voilà un truc aussi, on oublie. Donc voilà. Donc je comprends aussi les jeunes qui aujourd'hui font des outils adaptés, des fois entre 15 et 20 couverts, où les équipes sont plus petites. Ouais. Ce que je trouve d'ailleurs est beaucoup plus cohérent. Où tu peux mieux gérer, où tes investissements sont moins lourds, tes charges sociales sont moins élevées, parce que la vie d'un entrepreneur, qu'est-ce que les charges sociales sont très lourdes en France. Ouais. Mais c'est la voilure, c'est encore une histoire de voile. C'est que si ta voile est moins grande, c'est plus facile d'entretenir. Donc voilà. Et après, à toi, soit tu veux faire t'es 3 en salle et tu fais 50 couverts et tu vas gagner un max de blé, soit tu fais 20 couverts et t'es plus dans le précis. Chacun voit. Voilà. Donc il y a des modèles, et encore une fois, un modèle à 3 en cuisine et 3 en salle peut cartonner à Paris, comme ici, il peut se viander. Ouais. Et puis on est aussi, nous c'était comme ça, c'est pour ça que je dis tout est différent, mais nous on sortait de ces fameuses grandes maisons de l'époque où il fallait toujours démontrer. Tu sais, moi les premières phrases que j'ai entendues de certains clients, on voulait voir ce que c'était un élève de Robuchon. Quand t'entends ça la première fois que t'as 27 ans, tu dis ouais mais bon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Si t'as mangé chez Robuchon, c'est pas Plomonnière, hein. Ouais. C'est pas la même chose. Là, quand j'ai démarré, j'avais des carottes Vichy, des chaises en bois en paille, parce que c'était ça, hein. J'étais dans notre pièce. On avait des femmes du village qui venaient nous donner un coup de main, il y avait rien de professionnel. Ouais. Et par contre dans les 7 on essaie déjà de se démener. Donc voilà, c'est comme aujourd'hui, des fois on dit, quand les mecs me comparent ou comparent des jeunes, un jeune qui vient avec Belin, mais c'est ridicule. On me l'a fait à l'époque, j'ai dit mais ça c'est insupportable. Ouais. J'ai dit mais dans 20 ans, vous pourrez comparer. Mais laissez-les construire, bâtir, tranquillement se faire. Vous n'allez pas comparer un mec qui a 20 ans d'expérience et qui au bout de 20 ans a accumulé plein de choses, de l'expérience, un peu d'argent pour faire des travaux, un peu de notoriété, un peu de lucidité, bon, plein de choses. Tout ça, c'est chaque étape de la vie, chaque marche qu'on franchit, de toute façon, c'est toujours, il y a des choses à mettre en place. Voilà, il faut être très bien entouré. Ça aussi, je l'ai pas dit, mais il faut être très bien entouré. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a été plus que proche. Ouais. Et je vais répéter ce que j'ai dit dernièrement, parce que ça fait rire les gens, mais ça fait 25 ans, on fait un casal à 1h du mat tous les soirs. Fini service, on se retrouve et on débriefe de la journée, de tout ce qui s'est passé depuis 25 ans, 5 jours par semaine. Drôle. Peu importe. On a pu se dire des choses gentilles ou pas gentilles dans la journée, parce que ça peut arriver quand on est en famille. Mais travailler en famille, c'est pas dur. Mais depuis 25 ans, à ce moment-là, il est 1h30 du matin, il est 2h du matin, café, pain beurre. Ça débrief. Et on débrief. Voilà. Et là, c'est nous deux. Voilà. Et elle est capable de, mais non moins, mais à l'époque, elle est capable de me faire redescendre, m'expliquer, t'as un chat, me dit, ça n'a aucun intérêt, tu vas voir Olivier, ça. Mais jamais. Je vais raconter une petite anecdote, puis après, je pense qu'on va terminer là-dessus. Mais je la prends. Tu prends, une grande famille de grands entrepreneurs.
faisait des repas tous les samedis soirs. Puis un jour, le repas se passe mal. Donc je suis convoqué chez la cliente et elle me descend en flèche, mais pas méchamment. Mais elle me descend en flèche, je dis ça j'ai pas aimé, t'as changé les doses, c'est pas bien, c'est trop lourd, c'est machin. Et à l'époque, peu soupe au lait, je le prends mal, je dis rien, j'encaisse, je lui dis au revoir, j'ai merci madame, puis je rentre chez moi. Je dis la première chose, je dis j'ai plus jamais de la vie de travailler chez ces gens-là. J'ai plus jamais de la vie. Puis elle me dit pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve parce qu'elle me dit mais peut-être qu'elle avait raison. Je dis plus jamais. Et elle me dit tu sais Olivier, il y a eu un truc. On a travaillé avant eux, on a travaillé avec eux, on travaillera après eux. C'était un groupe mondial, ils ont déposé le bilan. Et moi, avec ma petite turne à Plomo, je suis toujours là. On a travaillé avant, avec et après eux. Eh ben, joli cette sérénité-là. Non, mais je pense que voilà, pour terminer, comme une synthèse, c'est que voilà, il y a peut-être une maturité qui est arrivée, peut-être plus tard que prévu. Parce que c'est vrai que je parfois là, jamais, tu sais. Hein. Ouais, peut-être jamais. J'ai eu un début de carrière qui était fulgurant il y a 25 ans. Et bon, la vie fait que voilà, mais mieux vaut tard que jamais. C'est pas mal. Olivier Belin a fait l'éloge du temps, mais ne lâche rien. Yes. Merci parrain. À bientôt. Ah là là, j'étais si heureux de retrouver ce chef que j'aime tellement. Écoutez, si vous ne l'avez pas déjà fait, le tout premier épisode de ce podcast où il raconte toute son histoire, c'est un petit bijou. À cette époque, on savait pas si ce projet allait intéresser, on n'avait rien à lui faire écouter, mais il a accepté de passer près de 8 heures à tout raconter. Pardon Olivier, c'était beaucoup trop, mais en tout cas le résultat est tellement beau et le souvenir tellement marquant. Ravi donc d'être revenu prendre le pouls et d'avoir parlé si simplement de ce que représente la gestion d'un tel établissement. Merci pour ta franchise et les conseils qui, j'en suis sûr, sauront résonner chez celles et ceux qui, comme toi, portent une maison ou l'envisagent. Olivier Belin, ça se vit donc sur place en version étoilée ou quand le bistrot éphémère est ouvert. Allez donc faire un tour en Finistère. De toute façon, on ne regrette jamais une balade dans le Porzay. Merci chers amis d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ravi que ce format dédié à l'entrepreneuriat vous plaise autant. Commentez l'épisode, notez le podcast sur votre plateforme. On a besoin de ce petit geste pour continuer à écrire l'histoire de chef avec celles et ceux qui, eux, écrivent l'histoire de notre gastronomie. Vendredi prochain, spoiler, on reste en Bretagne avec un autre chef entrepreneur dont le parcours et la vision vont en faire halluciner plus d'un. Abonnez-vous pour ne rien louper, car dès lundi, comme toujours, on débute la semaine avec un portrait 3 étoiles. Je ne dirais que ça. Alors bon week-end à vous, profitez-en pour cuisiner, faire le marché, vous balader en écoutant pourquoi pas votre podcast préféré. Salut!